Ça a commencé quand j'avais 12 ans, à vrai dire. Je faisais du trading. Je suis tombé sur une publicité dans un site de trading, une publicité mensongère qui disait regardez comment Buffett a investi dans l'or et a fait fortune. Bon, voilà, j'ai cliqué dessus, j'avais 12 ans et en fait, finalement, j'ai découvert par hasard Warren Buffett. Et c'était un article mensonger là-dessus, ce qui est marrant parce que Warren Buffett n'est pas connu pour investir dans l'or. Et bonjour à tous, vous écoutez Focus Fondamental, le rendez-vous des investisseurs francophones. On se retrouve chaque lundi matin à 8h pour parler bourse, finance et business. Ce podcast est propulsé par Bagger, la première application française qui vous permet d'accéder à plus de 30 ans de données boursières et plus de 50 000 actions cotées du monde entier. Vous pouvez tester l'outil gratuitement et sans engagement pendant 14 jours via le lien en description. À mes côtés, on retrouve toujours Mathieu, cofondateur de Bagger, que vous retrouverez aussi sur ses chaînes Mathieu J et Snowball Club, et moi-même, Hugo, CEO et cofondateur de Bagger et créateur de la chaîne IQ Invest. Et aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Christophe Nour. Comment ça va, Christophe ? Ça va très bien, merci pour l'invitation, ravi de faire ce podcast aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Salut d'être Christophe et venu. bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Très bien. J'ai une petite chaîne YouTube de quelques milliers d'abonnés, une chaîne anglophone où on fait du stock picking pur et dur. Donc le but, c'est de trouver de l'alpha. Le but, c'est de faire de l'analyse de boîte fondamentale. Pas de graphique, pas de technique, pas d'options, pas de crypto, juste du stock picking très fondamental. Et j'investis en bourse depuis quasi une dizaine d'années et avec une plutôt bonne performance et je compte continuer comme ça. Donc ma performance pour l'instant elle est au-delà de 20% par an. C'est pas quelque chose de garanti du tout, mais je vais me battre pour continuer et tant que ça dure, je continuerai à faire ça. Et je documente tout le process sur YouTube et voilà, j'aide des gens à surperformer le marché et surtout avoir plus de conviction parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, vous l'avez vu avec votre chaîne C'est YouTube, ça. il y a des gens qui investissent, ils savent pas trop comment, ils savent pas trop pourquoi, et après ils pleurent quand ça va mal. Donc mon but c'est d'arrêter que les gens pleurent et qu'ils soient plus en confiance et voilà, ne pas faire des erreurs quoi. Si on arrive à limiter les erreurs, limiter la casse, c'est déjà un beau travail déjà. Bah Voilà. alors, toi qui surperforme du coup le marché depuis 10 ans maintenant, c'est ça ? Qu'est-ce que tu aurais à répondre à tous les gens qui nous disent que c'est impossible de battre le marché ? Qui regarde Warren Buffett. Euh, Quand je commençais à investir, je me suis dit ok, c'est qui le meilleur? Dans n'importe quelle thématique, on regarde qui c'est le meilleur et on copie le meilleur. Et si tu veux commencer le tennis, tu regardes les meilleurs du tennis et tu copies exactement ce qu'ils ont fait. Je leur conseillerais de regarder Warren Buffett, comment il a commencé, lire toutes les lettres, regarder toutes les interviews. Ça va leur prendre quelques heures et à la fin, ils pourront avoir Voire quelques jours. un second avis. Oui, quelques années. Et à la fin, ils pourront avoir un avis plus tranché. Mais ça existe, ça existe. Des gens Tout qui à fait. surperforment le marché. Il y en a d'autres, hein. J'ai cité Warren Buffett, mais il y en a plein d'autres. Mm. Tout à fait. Et du coup, c'est quoi ton parcours ? Comment t'es arrivé au stock picking et à la finance ? Ça a commencé quand j'avais 12 ans, à vrai dire. Je faisais du trading et je suis tombé sur une publicité dans un site de trading, une publicité mensongère qui disait regardez comment Buffett a investi dans l'or et a fait fortune. Bon, voilà, j'ai cliqué dessus, j'avais 12 ans et en fait, finalement, j'ai découvert par hasard Warren Buffett. Et c'était un article mensonger là-dessus, ce qui est marrant, parce que Warren Buffett n'est pas connu pour investir dans l'or. Mais j'étais curieux. Qui c'est Warren Buffett? Comment ça se passe, etc. Et on est la génération dorée où Internet est gratuit pour nous, chose qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Donc c'est trop bien. Vraiment, on n'a pas d'excuses. Et j'avais pas d'excuses et je me suis renseigné, j'ai lu des bouquins et je me suis mis à dévorer des bouquins de value investing encore et encore et encore et encore. Donc je savais pas qui était Warren Buffett, mais j'ai appris qui c'était. Donc à 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à bourriner des bouquins d'investissement et j'ai pas arrêté depuis. Donc dès D'accord. le collège, dès le lycée, je savais exactement que je voulais faire du stock picking. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai ouvert mon premier compte titre le jour de mon anniversaire, commencé à faire du stock picking directement parce que ça faisait déjà de 13 ans à 18 ans, ça faisait 5 ans que je lisais des bouquins tous les jours sur l'investissement. Donc Sans pouvoir investir en plus. sans pouvoir investir, c'était très frustrant. Donc j'ai commencé day one, jour de l'anniversaire, on arrive. Et j'ai pas arrêté depuis. J'adore ça, ça fait déjà... j'ai 26 ans maintenant, bientôt 27, donc ça fait la moitié de ma vie que je vis la bourse, que je bouffe des bouquins toute la journée, et je compte pas arrêter. Donc j'ai fait prépa, éco,
Ensuite, école de commerce, l'EDEC pour ceux qui connaissent, prépa finance, spécialité finance, master en compta. Et après, dès la sortie de l'école de commerce, je savais exactement ce que je voulais faire, du stock picking, et c'est mon job maintenant. J'ai un compte public, j'ai un portefeuille public pour ceux que ça intéresse, avec plus de 20 000 followers sur un compte qui s'appelle eToro. C'est un courtier qui s'appelle eToro, qui est pas très connu comme un interactive broker, mais courtier très correct. Et il y a la capacité d'avoir du copy trading. Donc, Mhm. quand je suis sorti d'école de commerce, je voulais créer mon propre fonds. Et j'avais déjà des investisseurs, mes anciens employeurs qui étaient intéressés pour mettre des capitaux. Mais finalement, j'ai galéré pendant 3 ans et demi à créer le fonds. Et D'accord. le gros problème, c'était la régulation. Et Donc oui. j'ai fait des contacts, j'ai eu des dizaines et dizaines d'appels avec des avocats Luxembourg, ou bien Angleterre, ou bien Belgique, ou bien Estonie, ou bien Chypre, ou bien Amérique. Et en fait, la régulation est juste infâme si on est seul, si on est jeune et qui plus est si on est européen. Donc au bout de 3 ans et demi, j'ai abandonné. Je le ferai plus tard. Je dis bon, quand je serai plus vieux, je créerai un fonds. Mais là, je suis trop jeune, j'ai pas assez de background. C'est trop difficile niveau régulation. Je vais passer les licences, etc. Et eToro offre la possibilité de faire du copy trading. Donc en fait, au lieu de dire à ma famille et mes amis, suivez-moi dans mon fonds au Luxembourg, c'était impossible. Là, tous mes amis, toute ma famille me suit sur eToro. C'est du copy trading. Donc c'est un fonds alternatif, comment je peux le qualifier légalement parlant. C'est du copy Ouais. trading, ils ont la même performance, les mêmes trades. Quand j'achète un truc, ils achètent. Quand j'achète une action, ils achètent pareil. Quand je vends, ils vendent. Et j'ai plus de 500 personnes qui copient le portefeuille. Donc le D'accord. profil, il est public depuis plusieurs années. J'ai ouvert ça en 2022. Ça fait 3 4 ans déjà. Les performances sont bonnes et ça attire de plus en plus de gens. Donc, ça fonctionne comme ça. Super, super. Alors si Mathieu se déconnecte de temps en temps, c'est parce qu'il est à la montagne et qu'il est en partage de connexion. Alors ça se peut qu'il ait des problèmes de Ok. connexion. Bah écoute, super, super parcours en tout cas. Et pourquoi tu t'es lancé en anglais sur YouTube? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je veux avoir la plus grande audience possible et aider le plus Hmm. de gens possible, pourquoi se limiter au profil français? Qui plus est, pour moi aussi, j'aimerais bien apprendre à parler anglais couramment. C'est un défi aussi de D'accord. faire des vidéos en anglais. Donc pourquoi pas? Moi, quitte à choisir entre rester en français et en anglais, rien que pour le défi, pour moi, ouais, être capable de parler anglais, je me suis dit, ben, j'aimerais bien travailler là-dessus. J'aurai un accent complètement nul, un accent Frenchy à l'anglais, à toutes les vidéos. Tous les mois, je reçois des messages en disant fais une vidéo en français, on comprendra plus, etc. Non, c'est pour un défi personnel. J'aime bien le défi de d'être bilingue ou bien de travailler à être bilingue dans le futur. J'aimerais pas. Genre, j'ai la possibilité de parler anglais. Avec l'école de commerce, tous les cours étaient anglais. Avec la Hmm. prépa, on a fait des cours d'anglais poussés. Je dis bah, pourquoi pas? Pourquoi pas on va pas perdre ce niveau d'anglais. Donc j'ai continué et je travaille encore sur mon accent qui est encore très Frenchy pour l'instant. Mais voilà, et j'aime bien pour l'instant. Et je compte continuer, je compte pas faire de chaîne en français. L'anglais fonctionne très bien. Ok, parce que justement, moi je me demandais si tu avais peut-être des origines, tu vois, canadiennes ou que sais-je, qui faisaient que tu parlais anglais depuis tout petit, mais non, du coup c'est le défi que tu t'es lancé. Ah non, non. Pas du tout, pas du tout, vraiment, Ok. pas du tout. Bah, Et y a pas d'accent anglais. t'as un petit accent quand même. Je sais pas d'où ça vient, si c'est un accent du Nord ou. J'ai un accent. Ouais, je suis Ouais, j'ai marseillais l'impression pur un petit souche, peu. hein. Je suis un Ah bon? marseillais pur et dur. Donc, l'accent, peut-être il est du sud, mais je sais dire le pain est jaune, mais à part ça, y a pas, y a pas d'accent, non. Ah bah c'est dommage que Mathieu a des problèmes de connexion là, mais lui il vient à côté d'Aix-en-Provence, là, de Manosque. Je pense que ça doit te Mhm. parler. Ouais, ouais, je vois très bien. Donc, Ça s'entend un peu d'ailleurs. ouais, 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 il a beaucoup d'expressions qui viennent de là-bas. Ça s'entend. Très C'est bien. Et du magnifique. coup, et c'est quoi ton public sur la chaîne? T'as quand même beaucoup de Français qui te suivent, même en anglais, ou c'est plutôt des Américains, des Anglais? Non, grande majorité américain. Ok, J'ai des Allemands, j'ai des Suédois, j'ai très peu de Français. d'accord. Ok. C'est vraiment anglophone pure souche. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les stats disent que 90% des gens n'utilisent pas les sous-titres. Donc, on est réputé D'accord. pour avoir un accent très fort, mais la majorité des gens, ça les dérange pas. Donc, non, non, la grande majorité, c'est américain. J'ai très peu de Français sur YouTube. Ok. Ok, d'accord, intéressant. Oui, donc en fait, dans la sphère finance francophone, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te connaissent pour le moment sur YouTube. Ouais, peut-être, peut-être.
peut-être. J'avais réfléchi à faire deux chaînes à la fois, Ouais, une en français, une en anglais au début. Et après, je me suis dit, waouh, c'est soit il y beaucoup a de la boulot. possibilité de faire voilà, de deux pistes audio. Et en fait, tu peux changer comme un MrBeast, tu sais, tu peux faire deux pistes Oui, audio où il y a les grands youtubeurs. Soit faut faire deux chaînes YouTube, enregistrer la vidéo deux fois, faire le montage deux fois et gérer le back-end deux fois. Si tu as une offre à proposer, si tu as un service bagger, faut le service en anglais et le service en français. ouais, Et le service après-vente aussi, parce que tu vas ouais. taper dans tu vois, des centaines de gens, des milliers de gens. Et le service après-vente français répond à des mails en français et en anglais. Je me suis dit, bon, ben, non. Vraiment, mon jeu principal, c'est faire du stock picking. C'est pas de Mm. gérer une chaîne YouTube. Donc, Ouais. c'est un. Si Et- jamais la chaîne YouTube prend trop de place dans ma vie, ça veut dire que ça empiétera sur le stock picking. Et si mon stock picking est mauvais, ma performance est mauvaise. Et si ma performance est mauvaise, ma réputation tombe. Dire les gens Mm. s'abonnent à ma chaîne parce que j'ai une bonne performance. Si j'avais une performance minable en bourse, personne serait abonné. Donc non, le plus important, c'est faire le stock picking. Donc non, une double chaîne français et anglais, non, impossible. Trop de temps. Ouais, ça serait compliqué. Et puis même la double piste audio, si tu parles face caméra, je pense que tu n'auras jamais la bonne synchronisation au niveau des lèvres et tout, ça ferait bizarre. Voilà, et même pour l'algo, apparemment, c'est pas opti. Par exemple, si tu mets D'accord. ta chaîne anglais ou ta chaîne français pour l'instant, et tu dis, bah, je vais faire un doublage audio anglais et aussi espagnol. Pour l'algo, c'est pas poussé pour l'instant. Ouais. Ok. Ça vaut pas le coup. Ça fait pas un x2 de ton business. Ça t'améliore, je sais pas moi, de 5% tes performances de vidéo. Pas Mm. fou. Tu doubles Ouais. le temps et ça fait plus 5% de performance. Le risk reward, il est pas. Bon, ça va changer au fur et à mesure, mais le risk reward est pas fou pour l'instant. T'as déjà essayé les Clair. pistes audio anglais ou Non. espagnol et multilingues? Jamais, mais je sais que parfois je reçois des commentaires sur les vidéos en anglais, justement parce qu'elles sont parfois traduites automatiquement par YouTube, ou même tu as les sous-titres. Donc j'ai un peu de public anglophone qui écoute les vidéos, mais alors c'est vraiment très très faible, hein. La grande majorité, c'est à 90%, c'est France, Belgique, Suisse, quoi. Donc, Très bien. Il y a des Coréens aussi. Il y a de plus en plus de Coréens en 2026, je Ah ouais? sais pas pourquoi. Il y a des. Sur ta chaîne? Oui, je reçois des commentaires en coréen maintenant. D'accord, ok, c'est marrant. Je crois YouTube traduit, je sais pas pourquoi. Je crois que YouTube traduit les titres automatiquement dans l'adresse IP dans laquelle tu te situes. Donc si tu es en allemand, le titre il va être allemand, mais tu cliques sur les vidéos, ça sera ben, toi en français. Donc ils sont en train de faire des pistes multilingues pour tout le monde, je crois, si j'ai bien compris. Où ils ont commencé par les Oui, gros youtubeurs du type Amixem, et après ils descendent au fur et à mesure pour avoir des pistes anglaises, françaises, espagnoles, arabes, indiennes, pour tout le monde. C'est pas mal. d'accord. Oui, parce que bah, les Coréens investissent beaucoup, vu qu'ils savent qu'ils n'auront pas de retraite, ils investissent beaucoup en bourse. Et je sais pas si tu as suivi dernièrement, il y a 1,2 million, je crois, de Coréens qui se sont fait liquider quand il y a eu le crack de moins 15% sur la bourse coréenne, là, parce qu'ils étaient tous avec des effets de levier monstrueux. Enfin, C'est fou, hein. c'est délirant l'investissement là-bas. 3% de la population s'est fait margin call. C'est Ouais, énorme. c'est énorme. C'est gigantesque. Il y a plein d'histoires d'ailleurs de gens qui ont mis toutes leurs économies parce que c'était leur dernière chance de profiter d'une montée de la bourse. Ils se disent, bah, vas-y, c'est ma dernière chance de pouvoir acheter mon appart. Et ils ont tout perdu. Il y a plein Ouais. d'histoires, la majorité des histoires sont tragiques d'ailleurs. La police est intervenue, le ministre des Finances s'est excusé publiquement, ils ont arrêté les ETF avec des actions uniques. Donc, c'est absolument fou. C'est Hmm. vraiment fou ce qui s'est passé. C'est les documentaires qui vont être faits à ce sujet-là vont être dingues. C'est clair. C'est clair, mais t'as un peu les mêmes histoires aussi aux États-Unis avec Robinhood et le forum Wall Street Bet, où t'as des Ouais. mecs qui ont tout perdu sur des options. Enfin, c'est délirant. Ouais. Psychologie humaine. Bah, les Asiatiques Tout à sont fait. connus pour être des gamblers dans certains pays. Donc, Ouais. je veux dire, le Japon a fait exactement la même chose à la fin des années 80. Et Hmm. là, c'est les Coréens. Et il y aura un autre pays dans 30 ans. Ça sera pareil. Ça sera des cycles. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, tu as une magnifique collection de livres de bourse derrière toi. Merci. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu fais du stock picking, de toute façon, 90% des infos sont en anglais parce que le nombre de livres de stock picking qui sont pas traduits en français, c'est impressionnant. Je pense que tu en as ouais, au moins 60-70% qui sont pas traduits. Et si tu veux les lire, t'as pas le choix que d'apprendre l'anglais, quoi. C'est culture différente. Culture Hmm. américaine, c'est vraiment stock picking à fond. Les meilleurs investisseurs sont là-bas. Les meilleurs livres sont là-bas. Les meilleures conférences sont là-bas. On est vraiment contraints, nous les internationaux.
on est obligé d'apprendre en anglais si on veut apprendre les meilleurs. Tous les bouquins sont meilleurs. Les chaînes YouTube les plus développées, les plus avancées sont américaines. Et les meilleurs investisseurs là-bas, les grands investisseurs de légende qui se mettent sur YouTube, ils sont là-bas. Euh, Tu me diras, j'aimerais bien que des investisseurs français de légende se mettent à YouTube. T'imagines En William France, Higgins ouais, en directement avec France, une chaîne YouTube? oui. C'est ça, William Higgins, et puis il y a François Rochon au Canada aussi, mais c'est les deux francophones auxquels je pense. C'est vrai qu'on en a beaucoup moins. Voilà. J'ai aussi, là, je crois qu'il est encore en vie. Jean-Marie Vélard, Ah, je connais qui, pas. euh, qui est, je crois, à First Eagle. Il est en conseiller. Il est pas gestionnaire pour l'instant, mais il a une carrière phénoménale de pas perdre d'argent. Ce D'accord. qui est bien. Surtout pour un Français, c'est la classe. Mais voilà, si jamais ils avaient une chaîne YouTube, ça serait fou. Une chaîne YouTube Mm. avec François Ronchon, voilà, les stock pics que je regarde en ce moment. Ça n'existe pas. Elles sont tous en anglais, malheureusement. C'est clair. Mais tu connais le podcast We Study Billionaires? Je pense que oui. Oui, Bah, il y a deux, trois interviews, je crois, de François Rochon dessus qui sont très intéressantes. avec un bon accent Frenchy, ça fait plaisir. Ouais, tout à Ça fait fait. plaisir. Tu suis des gens en français alors, tu Après, publies pas tu suis des gens en anglais alors, des chaînes anglaises. Ah, est-ce qu'on a retrouvé Mathieu? oui, je suis là, mais je pense en décalé. Au pire, je Pas couperai la l'impression. caméra. Ouais, je pense que tu peux couper la caméra si jamais ça fait ça améliore ta connexion. Mais du coup, oui, donc moi la chaîne, je l'ai 100% en français, mais par contre, j'écoute beaucoup de contenu anglophone, que ce soit des podcasts, même des vidéos de temps en temps. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Cheap Stock Investing, où ils font que des analyses de semi-conducteurs, etc. C'est un gars et une fille, je pense que tu dois les connaître. Et pareil, des podcasts de géopolitique, d'économie, tout ça. Enfin, de toute façon, en anglais, t'as tellement de contenu. Je pense que c'est le skill indispensable aujourd'hui si tu veux faire du stock picking ou si tu veux investir, c'est vraiment d'apprendre l'anglais, quoi. Ouais. C'est c'est un couple. Est-ce qu'ils sont ensemble dans Chipstock Et je sais pas Investor? s'ils sont ensemble, si c'est un C'est couple. un duo. C'est un duo. Ouais. Soit ils sont frères et sœurs, soit c'est un couple. Et ils analysent notre adoré Fortinet aussi, hein, Oui, dans la section chips. Et tout ça, à c'est bon. fait. C'est une des rares chaînes YouTube à analyser notre Fortinet. Enfin! Enfin! Mais c'est comme ça que j'ai découvert Fortinet et c'est grâce à leurs analyses que j'ai pris position dessus d'ailleurs. Très bien. Tu l'as toujours? Ouais, je l'ai toujours. C'est ma deuxième plus grosse position en termes de perf derrière Applied Materials. Incroyable. Incroyable. C'est fou, hein, la remontée qu'ils sont en train de faire. On va voir si le refresh cycle va durer ou pas. On va voir combien de temps ça dure. Tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, toi, c'est quoi ta stratégie sur ton portefeuille? C'est du pure quality long terme? Oui, c'est très bien résumé. C'est très bien résumé. J'ai Fortinet aussi et j'ai des actions très chiantes, mais ça marche. Elles sont toutes rentables. Des entreprises qui grossissent avec des bonnes marges et qui font des buybacks. Fin de la stratégie. C'est aussi simple que Ok. ça. Donc toutes les actions sexy, je touche pas. Toutes les actions spéculatives, je touche pas. Tout ce qui est pas rentable, je touche pas. Tout ce qui grossit pas, je touche pas. C'est des trucs qui grossissent avec des bonnes marges, avec un management qui est très bon et qui adore les buybacks. En gros, la stratégie, c'est investir dans des entreprises de qualité qui aiment leurs actionnaires. Je veux une relation fusionnelle avec les actionnaires. Je veux des alignements d'intérêts énormes. Je veux des incentives énormes. Je veux des rachats d'actions énormes et bien timés. Je veux des insider ownership. Je veux que le PDG ait des propres actions et achète quand l'action tombe. C'est un signe de confiance. Et en bourse, beaucoup en France, il y a beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas leurs actionnaires, qui littéralement détestent leurs actionnaires, qui les diluent, qui les respectent pas. Et je déteste être dans cette situation-là. Je préfère être dans cette situation où les entreprises me respectent énormément, pourraient tout faire pour les actionnaires. Et si on arrive à trouver, je sais pas moi, une dizaine d'actions dans des situations comme ça, entreprises rentables, qui grossissent, avec des PDG qui sont, je sais pas moi, les fondateurs, et qui adorent leurs actionnaires, qui veulent faire du bien et chérir leurs actionnaires, bah, la performance va être plutôt correcte. Donc voilà la stratégie. Ok, très intéressant. Et t'as combien de positions à peu près aujourd'hui à la louche? 10, 15, 20, 11. 11? Purée, donc c'est bien concentré comme portefeuille. T'arrives à te limiter à... Ouais. Et Fortinet est énorme. Fortinet, avec les gains récents, Ouais, représente 23% du portefeuille, ok. gigantesque. Ensuite, j'ai MSCI,
16% D'accord. du portefeuille, Ouais. gigantesque. Mastercard, 15% du portefeuille, gigantesque. Et après, le reste, c'est des positions un peu plus faibles. Mais le top 3 est énorme. Le top 3 fait 50% du portefeuille. Ouais. Ok, bah c'est ouais, effectivement. Bah de toute façon, une des clés de la performance en stock picking, c'est d'être concentré, et d'avoir un portefeuille concentré. Mais je trouve que c'est très très dur, surtout quand tu as une chaîne YouTube et que tu fais du contenu et que du coup tu dois analyser des boîtes parce que beaucoup de monde te parle d'actions. Donc tu as toujours des noms d'actions qui te sont donnés, donc tu dois toujours analyser des nouvelles actions, parler de nouvelles actions, etc. C'est très très dur de rester concentré parce qu'en fait tu te retrouves à vouloir tout acheter, quoi. Shiny Object Syndrome. C'est exactement ça. Exactement, c'est ça. Tous les jours, on reçoit des mails, on reçoit des commentaires. Tu peux analyser ça, tu peux analyser ça. Du coup, on regarde. On dit Ouais. bon, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et c'est là où il faut de la discipline. Il faut dire non. En 10 secondes, il faut dire non, on dégage. 30 secondes, on dégage. Non, 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 non. Et en fait, au fur et à mesure d'expérience, on peut dégager une idée en 30 secondes. On peut regarder, on voit les métriques, on voit les graphiques, on dit non, ça grossit pas assez, non, les marges sont en déclin, non, ils diluent leurs actionnaires tous les ans, non, et des dettes trop fortes. Et c'est là la difficulté, faut dégager les idées le plus rapidement possible pour se concentrer seulement sur l'excellence. Mais oui, enfin, encore une fois, on revient à Warren Buffett, hein, et les premières années. Si on regarde les premières lettres du premier partnership de Buffett, il avait, je sais pas moi, 50% du portefeuille dans 2 actions. C'était complètement hallucinant la concentration. Il avait très peu d'idées, Je crois que mais les c'était idées, Gecko. il frappait fort. Gecko, ça devait être une de ses premières. Oui, 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 oui. Dans les Et premières, oui. Il en c'était avait quoi d'autres, la des deuxième? énormes concentrations. Il avait des banques et des assurances majoritairement. Toute sa D'accord. carrière a été dans 4 secteurs distincts. Donc, banque, Ouais. assurance, des deep value investing, des choses qui se tradaient au cash, des trucs vraiment pas chers du tout. Oui, parce que Coca, c'est venu tard, en fait, dans son parcours d'investisseur. Ouais, quand il est devenu trop gros, trop de capitaux à investir. Mais oui, oui. Et oui. Donc, combien d'actions t'as en portefeuille actuellement? Plus de 11? Alors, moi, en fait, j'ai deux poches de portefeuille. J'ai une poche quality où c'est vraiment du quality long terme sur 10, 15, 20 ans. Donc là, j'ai 16 positions. Je devais me limiter à 15 à la base, mais j'en ai 16 parce qu'il y a deux petites positions que j'ai entrées dernièrement, c'est Skynix et Intuit. Je pouvais pas m'empêcher d'acheter du Intuit à 9 de price to free cash flow, donc j'ai mis une petite cartouche dessus. Mais j'essaye de me restreindre à 15 max et ensuite j'ai un portefeuille dividende où là j'ai 3 actions, donc c'est vraiment tout petit. Canadian Natural Resources, une pétrolière, Ricard et Crédit Agricole. Et là le but c'est vraiment de générer du cash flow, du rendement sur la holding pour le réinvestir ensuite. Et là sur ce portefeuille là je m'en fous de la performance. C'est vraiment générer du cash flow à 5, 6, 7% par an et s'en servir pour le réinvestir, quoi. C'est un peu Ok. là. C'est un peu l'idée. Et sur le portefeuille quality, les plus grosses positions, bah, c'est ASML 16%, Applied Materials 13%, Google 12%, Fortinet 10%. C'est la moitié du portefeuille, c'est ces 4 boîtes. Ouah, les bons chips. Tu t'es régalé. C'était une Ouais. super année pour toi. C'était une super année pour toi. C'était une super année, mais ça fait longtemps que je les ai en portefeuille et quand je les ai achetées, c'était l'année dernière, l'été 2025, quand elles étaient vraiment basses. ASML, Applied Materials, j'avais pas mal renforcé à ce moment-là. C'est une Donc, bonne leçon à tous les investisseurs. ASML était détesté il y a un an, ouais. en disant bah la Chine va les bouffer, c'est nul. Ils ont, euh, ils ont été trop conservateurs sur leur guidance. Regardez comment le management est nul. Maintenant, l'action elle a doublé et tout le monde est amoureux de ASML. Voilà, donc à tous les gens qui regardent ce podcast, qui possèdent des actions avec un sentiment désastreux, ça va changer. En un an, tout peut changer, donc paniquez Mais c'est comme pas. Google, hein, au moment où elle était à Ouais. $160, tout le monde l'a détesté, tout le monde disait que c'était fini, et puis résultat, maintenant, elle est à $400 et tout le monde en veut, quoi. Mais Ouais. ASML, il n'y a pas eu une news récemment qui indiquait que la Chine avait annoncé une percée et ça avait encore donné un moins 15% dans la journée? Oui, mais en fait, le truc, c'est que la Chine a annoncé produire. Alors, je sais plus ce que c'était la taille de gravure, il me semble que c'était du 5 ou du 4 nanomètres. Mais en fait, les percées que fait la Chine maintenant, c'est des technologies qu'ASML maîtrisait il y a 15 ou 20 ans, quoi. Donc, il y a toujours 15 ou 20 ans d'avance d'ASML sur la Chine. Alors, ça fait peur aux gens parce que ça fait des gros titres et les gens, en fait, comprennent pas ce que la Chine produit, mais c'est des technologies d'il y a 15 ans. Et ASML
quand la Chine aura rattrapé son retard de 15 ans, ASML sera déjà toujours à 10 ou 15 ans d'avance parce qu'ils ont déjà leur roadmap jusqu'en 2040. Donc en fait, c'est extrêmement loin de pouvoir les rattraper, non seulement sur la technologie, mais en plus, tu as la confiance des clients et les partnerships avec les foundries, notamment TSMC, ou même SK Hynix, Samsung, Intel, qui sont irremplaçables parce que ça fait 20 ans, 30 ans que ces boîtes travaillent à ASML, qu'ils utilisent leurs machines, qu'ils calibrent leurs machines en partenariat avec ASML. Donc en fait, tu ne peux pas remplacer un parc de machines établi comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est impossible. Ouais, non, mais moi sur ces sujets-là, ce qui me perturbe en permanence, c'est la mesure de la réalité de l'avantage qu'a ASML d'un point de vue technologique sur la concurrence et de se poser la question du point de vue du client. Est-ce que le client en a vraiment quelque chose à carrer, quoi? Parce que sur le fait des parcs machines installés, des pièces de maintenance que tu peux avoir, tout ce genre de choses, la stickiness de ton coût de changement parce que t'es client d'ASML depuis longtemps, ça je comprends. Mais le nouveau client, celui qui arrive, donc le nouveau, qui est un prospect soit pour ASML, soit pour un concurrent chinois, lui il a le choix parce qu'il n'a pas l'historique. Et est-ce que cet argument que la machine ASML est la plus performante, si le chinois fait moins cher, ou si celui qui achète n'a pas de contrainte de place, ou n'a pas de contrainte qui requiert le top du top. Je veux dire, quand tu t'achètes un PC, tu prends pas le PC qui est à 4000 euros, qui est le plus performant, quoi. Tu t'achètes celui qui te convient. Ça implique qu'il y ait un concurrent à TSMC, ce qui aujourd'hui est très très loin d'arriver. Mais ça serait, dans ce scénario-là, ça serait le scénario le plus détrimentaire à ASML, c'est que tu aies une foundry chinoise qui soit capable de concurrencer TSMC et qui utilise des machines chinoises. C'est le seul scénario dans lequel, selon moi, ASML pourrait être en danger parce que tu aurais le client final, donc la foundry, qui n'aurait plus besoin d'ASML, mais qui pourrait aussi concurrencer le marché. Mais des foundries qui ne sont pas chinoises, pour le moment, c'est juste impossible de basculer sur autre chose. On est d'accord. Mais du coup, il y a quand même un côté dans cette discussion qui est que au départ, tu vas vers ASML parce que, entre guillemets, c'est eux qui ont la gravure la plus fine. Ben, soit. Sauf qu'en fait, à la fin, quand tu réfléchis bien, les véritables avantages d'ASML, c'est pas vraiment ceux-là. Et cet avantage de gravure la plus fine, je veux dire, c'est pas forcément. Ça a l'air d'être un argument commercial, mais c'est pas forcément ce qui fait vraiment la force de la boîte, quoi. Ce qui fait la force de la boîte, c'est qu'elle bosse depuis 30 ans main dans la main avec TSMC, quoi. Et qu'aujourd'hui, les deux sont irremplaçables dans la chaîne de valeur mondiale. Mais si jamais tu as un concurrent à TSMC, ça peut rebattre les cartes, ça c'est sûr. Toi, tu privilégies, Christophe, déjà bonjour, je suis content d'être de retour. Je pensais que j'étais nickel sur ma connexion, parce qu'on parle d'action de quality, mais parfois il faut parler aussi de Wi-Fi quality. C'était pas le cas. Donc, toi, Christophe, tu as plutôt le côté quality au sens moat de Warren Buffett, c'est-à-dire entreprise indéboulonnable, peu importe sa capacité de croissance, tant que les prospects de long terme sont raisonnables, ou alors tu vas chercher quand même les hyperscalers, les boîtes qui peuvent faire du 20% de croissance sur le chiffre d'affaires, en plus de la qualité de mode qui dégage du bénéfice. Les deux marchent. Bon, déjà, pour revenir à TSMC, bon courage à tous les concurrents de TSMC. Hein. Bon courage si vous voulez créer un TSMC 2.0, c'est quasi impossible. Pareil pour ASML, il y a un super bouquin sur la biographie d'ASML, à quel point c'est dur de déboulonner ASML. Oui, ASML Way. Si ASML Way, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un podcast, je ne sais pas si tu le connais, par le CEO de la Norges Bank. À chaque fois, j'en parle et à chaque fois, j'oublie le nom. Il y a une interview de Christophe Fouquet, donc le CEO d'ASML, sur ce podcast qui est super. Alors, elle est en anglais, mais Christophe Fouquet est français, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, il y a un bel accent Frenchy, comme tu aimes, Christophe. Et justement, c'est ce podcast, moi, qui m'a fait remettre une cartouche l'année dernière sur ASML quand elle était au plus bas, parce que je l'avais écouté l'été dernier. Et vraiment, il te fait monter tes convictions sur la boîte. Après, c'est un CEO, j'ai envie de te dire, c'est un commercial pour sa boîte, mais c'est très intéressant. Mais le podcast est top. C'est un bon accent Frenchy, c'est vrai. Ouais. On est fiers de notre accent Frenchy. Donc oui, il y a le moat. Toutes les actions peuvent avoir un moat. Toutes les business peuvent avoir un moat. Il y a des
qualité de est-ce que on peut se faire manger nos parts de marché par des concurrents? À quel point on arrive à se défendre? Est-ce que c'est je sais pas moi, la marque? Est-ce que c'est parce qu'on est le moins cher? Est-ce que c'est parce qu'on a travaillé comme ASML avec TSMC pendant des années et des années? Est-ce que, par exemple, pour ASML, ils ont galéré à survivre pendant 40 ans, ils se sont fait financer par leurs propres clients qui les ont aidés pendant des années et des années, ce qui fait que voilà, leurs clients actuels, en fait, c'est leur sponsor. C'est leur Mais ils ont toujours des et- parts dans la... Enfin, non, je crois que plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'était en 2014, je crois qu'ils avaient financé la recherche pour la gravure EUV, justement, et TSMC, Samsung et Intel, je crois que c'était les trois. Ils avaient pris beaucoup de parts dans ASML, justement, pour financer le développement de la technologie. Ouais. Ah ouais, c'est fraternel, hein, comme, Mm. donc bon courage pour switcher, hein. On a investi 40 ans de notre histoire à financer ASML pour après dégager ASML. Pouah, je pense pas, hein. Ils peuvent négocier leur prix, ils peuvent. C'est pour ça qu'ASML mange pas trop leur prix d'ailleurs, augmente Mm. pas trop leur prix. Mais c'est pour ça que Bref, pour moi, le scénario catastrophe, ça serait un concurrent de TSMC qui émergerait en Chine. Comment elle s'appelle leur foundry chinoise, là, je sais plus. SMIC? Non, c'est pas SMIC. Si, peut-être, je sais plus. Bref, la foundry chinoise, si elle arrive un jour à concurrencer TSMC, à faire moins cher et aussi bien, là, ça serait un risque. Mais c'est pas le cas pour l'instant. pour l'instant, Moi, il y a un no. truc qui me gêne énormément sur toutes ces boîtes, c'est le côté miraculeux que la technologie et la... C'est des technologies de pointe incroyables hein, qui deviennent vraiment de l'ordre de la science-fiction. Et on en avait parlé un petit peu sur le début du crack en Corée, Hugo, je sais pas si tu te souviens, de l'état dans lequel est le pays et du sacrifice que requiert ce genre de top technologie sur l'ensemble de la population coréenne qui est dans des parcours scolaires complètement délirants, comme si tu faisais, on va dire, polytechnique à partir du CP jusqu'à Bac plus 5. Euh, et ça, c'est une première partie de la fragilité qui, moi, m'interpelle sur 50 ans. Je me dis, c'est vraiment des sacrifices très compliqués à maintenir sur plusieurs décennies pour des problèmes de population, pour des problèmes multiples. Mais il y a une deuxième partie à ce côté miracle et besoin de talent qui m'interpelle. C'est que ces fameux talents, quand tu les formes dans pas mal de pays, et qui seraient les talents pour aller bosser chez ASML, pour aller bosser dans ce genre de boîte ultra technique. Le problème, c'est que le job technique paye pas le talent, quoi. Quand t'es ingé, enfin moi j'en connais quelque chose, c'est un parcours pro que je connais très bien, on te paye pas, quoi. On ne te, tous les ingés réalisent à un moment donné qu'il ferait mieux d'aller s'acheter une boulangerie s'ils en ont le tempérament et le caractère commercial. Mais il y a la moitié des ingés qui ont énormément de talent qui se barrent faire de la finance à New York ou où tu veux. L'autre moitié qui a du talent, qui va faire entrepreneur, ouvrir un club de surf ailleurs ou peu importe. Essaye Et les de derniers... recouper ta caméra, Mathieu, parce que le son galère un petit peu là. Ouais. En tout cas, il y a une entreprise qui a un mode, c'est Starlink. Et Starlink est disponible un peu partout pour avoir un Wi-Fi exceptionnel, hein, si jamais. Ouais, c'est clair. Mais là, il est dans son chalet à la montagne, c'est pour ça qu'il Ah, galère un petit peu niveau connexion. Mais et toi, du coup, Christophe, donc tu as parlé de tes trois plus grosses positions, donc Fortinet, MSCI, Mastercard. Est-ce que tu as des positions dans des Mag 7 ou dans des semi-conducteurs? j'en ai. J'ai Meta, j'ai Google et avant j'avais beaucoup de Lam Research et je les trim Ouais. parce que la valo est devenue aberrante pour moi et je suis pas à l'aise avec le cycle semi-conducteur. En gros, ils ont des résultats exceptionnels. Bon, bah, t'es bien au courant, Plan Materials, Ouais. KLA Corp, ASML, Lam Research, ils ont tous des résultats exceptionnels. Mhm. Leur cycle, il est plus long que prévu. Ils sont en train de print cash. Lam Research a augmenté leur guidance. Ils ont des très très bonnes marges, records, monstrueux, croissance. Mais est-ce que je suis assez intelligent pour savoir est-ce que c'est la fin du cycle, début du cycle, est-ce que le cycle continue? Ouah, je sais pas trop. Alors je les trim et ça représentait quoi? 10% du portefeuille. J'ai vendu. Maintenant ça représente, je sais pas moi, 3% du portefeuille. Donc j'ai vendu la grande majorité parce que j'avais moins de conviction là-dessus. Et j'avais plus de conviction dans des actions software qui étaient tombées, bah, comme toi avec Intuit.
Moi, j'ai trouvé d'autres actions en software où, pareil, j'ai fait une rotation de semi-conducteurs à software, des choses qui étaient beaucoup moins chères et il n'y avait pas ce problème de cycle. J'ai pas envie de me retrouver avec une grosse position dans les semis et en fait, on est en fin de cycle et je l'ai pas vu venir. Du coup, je me prends moins 30%. Voilà, je suis pas assez expert dans l'industrie semi-conducteur pour savoir ce qui se passe. Dès lors, c'est très surprenant ce qui se passe. Même pour les experts, leur forecast, leur estimation, elle est changeante tous les 6 mois. Alors pour moi, non, c'est juste, je suis pas assez intelligent pour ça. Donc, et pour les Mac 7, ouais, j'ai Google et j'ai Meta. Google, c'était ma première position en 2025. Donc, Ouais. c'est pour ça que ma performance en bourse était pas mal en 2025. Et ça représentait 16% du portefeuille. C'était un gros bébé. Et la valo était assez élevée. Et pareil, j'ai réalloué, vu que la valo était un peu chère pour moi, j'ai réalloué vers les softwares. Encore une autre action que j'ai vendue petit à petit. Et je suis tombé, je crois, de 16% à 8%. Je l'ai coupé en deux pour réallouer dans d'autres softwares. Et j'ai Meta aussi. Meta, c'est 8%. 8%, je D'accord. suis très bullish, hein. Les deux actions, Google et Facebook, je les possède depuis 2018. Ça Mhm. fait longtemps que je les suis. Et je suis très bullish pour Meta, hein, beaucoup plus que pour Google. Google a une valo plus élevée, tellement plus élevée qu'ils font une dilution d'actionnaires pour lever plus d'argent. Et c'est ça, j'allais y venir. Qu'est-ce que tu penses, toi qui es très proche de la relation actionnaire et des buybacks, de Google qui se met à lever de la dette et à diluer ses actionnaires pour financer ses capex? Je déteste. Je déteste, bien évidemment, je déteste. Non, moi, je suis pour le génération de cash flow, free cash flow, un truc récurrent Là, il qui y en monte a à plus maintenant. 15-20% par an et qui fait des buybacks. Google ne génère plus aucun free cash flow. Là, pour la Mhm. première fois de son histoire, ils ont un free cash flow négatif. Deuxième Et ils sont fois, en ils en train. ont eu un une fois en 2006. Ah oui, Et oh, ça à remonte. l'époque, il y a 20 ans. Ah oui. Et donc voilà, c'est un événement très très rare et ça Mm. compte continuer dans les prochains trimestres. Et aussi, depuis plusieurs années, ils faisaient des buybacks, ils rachetaient leurs propres actions. Maintenant, ils diluent, c'est l'opposé. Donc deux choses qui fait que je n'aime pas. Et je n'aime pas les deux choses. Et je comprends pourquoi ils le font. Donc là, il faut bien différencier. Si j'étais le PDG de Google, je comprendrais. Mais là, je suis actionnaire de Google. Du coup, je peux avoir un avis différent. D'un point de vue de business, c'est génial. D'un point de vue de business, ils veulent créer un dieu AI. Ils veulent créer Gemini et le meilleur modèle, etc. C'est normal de cramer des milliards et des milliards en CapEx pour être dans la course IA. C'est normal. Genre, je comprends le PDG qui mettent toutes leurs ressources pour créer l'IA et ne pas louper la course. Ils veulent être là, ils veulent être les leaders, ils veulent être les numéros un. Hier, on a eu l'article, le PDG a annoncé qu'il y a eu 1 milliard d'utilisateurs qui utilisaient l'application Gemini. Pas Mm. mal, franchement pas mal. Allez, montons à 2 milliards maintenant. Je comprends qu'ils crament autant de cash. Pour le business, c'est génial. Mais est-ce que ça veut dire que Google aura un bon rendement dans le futur, pourra faire du 20% par an? Je sais pas. Et du coup, ça crée un point d'interrogation. Et j'aime pas les points d'interrogation. Je préfère des choses qui sont plus stables. Plus stables. Mastercard, Visa, extrêmement stable. Il n'y a pas ce problème C'est de capex pour Visa Mastercard. Et c'est la raison pour laquelle on a un investisseur. Zéro capex, zéro dilution. Ils ont la même stratégie depuis 10 ans. Ils grossissent de 15% par an. Leurs marges sont super hautes. Il n'y a pas de point d'interrogation AI. Il n'y a pas de point d'interrogation CAPEX. Il n'y a pas de point d'interrogation dilution. Ah non, il y aura des rachats d'actions tous les ans. Mais tu as quand même du point d'interrogation réglementaire et du point d'interrogation account to account. Donc quelque part, tu as aussi des risques sur ces boîtes-là, qui sont Oui, différents, oui. mais Il y en a toujours. Il y en a ouais, toujours. Mais Et on comment tu choisit les expliques combats pour les plus de la manière. décote de méta? La décote de méta actuelle, pour toi qui suis les dossiers, tu as une explication rationnelle qui est mise en avant par les gens? Ou c'est C'est-à-dire quoi pourquoi le problème? l'action, elle tombe? Ben pourquoi alors elles sont toutes tombées, y compris Microsoft, mais il y a eu beaucoup de rattrapage des plus hauts sur ces Mac 7, sauf Meta. Meta n'est pas remontée, elle est toujours en train de végéter dans sa baisse qu'on a vue chez beaucoup d'entre elles. Et la question, c'est pourquoi toutes seraient remontées, mais pas celle-là. T'as suivi le dossier pour avancer une explication? Ouais, ouais, il y a plusieurs raisons. Euh, les actions qui ont rebondi, Microsoft, Google, Amazon, ont une partie cloud qui réaccélère pour toutes. ouais. Meta a pas ça. Donc, si on cherche des green flags, on cherche des moyens de justifier est-ce que ça vaut le coup ce CAPEX ou pas, ben on regarde Google Cloud qui grossit à 80% et qui réaccélère, on se dit bon, peut-être que le CAPEX a une utilité là-dessus. On regarde AWS,
Donc Amazon qui grossit, qui réaccélère, il n'y a pas de souci. Pour Meta, on n'a pas la partie cloud, donc on ne voit pas l'explication du CapEx. Et aussi, il y a un truc qui est très mauvais pour l'instant, bon, on va voir comment ça se passe dans le futur, c'est Meta est en train de cramer tout son cash dans le CapEx. Et À nouveau. là, il génère encore... Comment? À nouveau, parce qu'ils avaient déjà fait ça avec le métavers. Donc c'est la deuxième fois qu'ils crament tout leur cash. Ouais, c'est ça, hein. Et là, il génère du cash pour l'instant. Le free cash flow est tout petit, mais le prochain trimestre, il va être négatif, hein, ou ça va arriver. Mais ils vont cramer tout leur cash. Et dans le dernier transcript, le dernier appel avec Mark Zuckerberg, ils ont mesuré, OK, c'est quoi le temps d'utilisation des gens de Instagram grâce à notre IA super puissante et nos centaines de milliards de dollars qu'on a cramés. Est-ce que les gens restent plus sur Instagram? Alors là, petite devinette pour vous, peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Combien vous Aucune idée. estimerez l'augmentation du temps que les gens passent sur Instagram avec ce méga capex et ces centaines de milliards? Alors, combien de pourcentage les gens passent Entre quelle plus année sur et quelle année? Instagram? Sur un an? Je crois, sur un an, ouais, sur un an, je crois. C'était une question d'un analyste à la fin du transcript, c'est ça? Je sais pas si c'était une question ou si c'était un remarque de management. Ok. Ah bah, j'en ai Mais c'est aucune du idée. Mais je dernier, dirais, Moi, j'ai envie de te parmi- dire, si avec ça dépasse les quasiment 20%, c'est incroyable. Alors, c'est combien? On est sur 0,15%. Pas mal, hein? D'accord, donc que dalle. des centaines de milliards en capex dépensés. Voilà, hein. Alors, Ouais, mais est-ce Ils ont que partagé par du contre, ils temps ont en augmenté la vidéo. partie pub? oui, la partie pub marche, du coup, ça va. C'est Ouais, pas si catastrophique Ils arrivent que ça. à augmenter. Alors, attends, je sais plus ce que c'est la KPI qui nous sortent à chaque fois. Je Le crois nombre que d'impressions c'est de pub et le nombre de prix par pub. Les deux augmentent double digit, ils sont à voilà, 15% c'est les deux ça. environ. C'est le. Family Average Revenue per person. Voilà, c'est ça. Le revenu moyen par personne qui augmente de 2024 à 2025. Il est passé de 49 à 57 dollars. Ouais, ça, c'est donc énorme. Faut voir à combien il va sortir en 2026. Ouais. Voilà. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Et là, je pense que j'ai une stratégie plus conservatrice que beaucoup d'investisseurs, parce qu'on peut regarder les chiffres qui montent en disant, bon, ben, ils investissent un giga-milliard dans le CAPEX, un basillion de dollars dans le CAPEX, mais le revenu augmente pour tout. Meta grossit à 30%, Google remonte, il avait plus de croissance, pareil pour Microsoft, etc. Mais la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? À quel point on se dit ça vaut le coup? Si le revenu grossissait à 5%, on dirait, bon, ça vaut pas le coup. D'investir tout ce CAPEX, ça vaut pas le coup. À partir de 20% de croissance, est-ce qu'on se dit ça vaut le coup? À partir de 30%, 40%? Et je suis beaucoup plus conservateur que la plupart des analystes de Wall Street en disant, je pense que le taux de croissance nécessaire pour justifier tout ce CAPEX est beaucoup plus élevé. Genre, il faut que tout grossisse à 30% minimum, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Microsoft grossit Et il quoi, faut à qu'ils 18%, conservent les marges. et qui conservent les marges. Il y a des dépréciations, amortisations qui vont manger les marges. Qui plus est, ils prennent tous de la dette. Troisième point que j'aime pas pour Google, qui lève des milliards et des milliards de dettes. Ils ont levé quoi, 50 milliards supplémentaires il y a 2 semaines. Plus de dettes, donc ça va toucher leur marge encore. Il y aura des taux d'intérêt. Bon, pour leur défense, ils lèvent de la dette pour 100 ans au Japon, en Angleterre. Donc ça, ils ont déjà regardé tous leurs taux, toute leur maturité. Ça va. En fait, ils ont besoin de rembourser leur dette dans 60 ans, dans 100 ans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont négocié des bons termes. Mais quand même, ça va impacter leur marge, que ce soit le CAPEX avec le DNA ou bien les taux d'intérêt. Il faut qu'ils grossissent énormément pour justifier ce CAPEX. C'est pour ça, d'un point de vue business, course à l'IA, avoir le meilleur modèle, ChatGPT, Gemini, je comprends. Mais d'un point de vue free cash flow, actionnaire, c'est un énorme point d'interrogation. Et moi, j'ai un gros souci avec ce que tu viens de dire, parce que la compta est pas faite pour ça. Si tu veux, tu as des business qui sont assez stables et qui font rouler leurs usines parce qu'ils sont vieux, ils en ont partout, et tu te retrouves dans un roulement et dans un entretien de ton matériel et tes investissements qui se lissent dans le temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si tu as 20 usines Coca-Cola et puis il y en a une qui a 20 ans et une que tu as fait l'année dernière, l'année d'après, elles ont tout un an de plus, et celle qui a 20 ans, tu la rénoves, et celle qui a 2 ans, tu la rénoves pas. Mais en gros, tu as une espèce de roulement où chaque année, ton flux de cash, CAPEX, correspond aux amortissements. Tu as une notion très lissée et visible en comptabilité de la cohérence entre le CAPEX de maintenance
et le choix qui a été fait sur les métriques d'amortissement, parce que les amortissements sont des choix, hein, c'est les gens qui disent cette machine, ce taxi dans ma flotte de taxis, ce four de boulanger, je vais lisser son coût sur tant d'années, et ça c'est un choix comptable, c'est pas la réalité pure et dure. Donc il n'y a que sur des business qui ont lissé tout ça sur plusieurs années et qui ont le REX, le retour d'expérience sur les dépréciations réelles des matériels, qui arrivent à avoir une compta propre. Là, moi, ce qui me perturbe énormément, en plus des CAPEX, c'est que du coup, tu as un décrochage complet de tes calculs de flux de trésorerie par rapport à tes calculs de bénéfices, où dans les bénéfices, tout va bien. Parce que tu dis, mais en fait, les dépenses que je fais, si on les lisse sur 20 ans, elles ne posent pas de problème. Mais le problème, c'est que qui décide que tu as le droit de les lisser sur 20 ans? Ça, c'est un choix comptable. Parce que si le monde change dans les 5 ans, si finalement tu n'as pas fait les bons investissements, si finalement Nvidia sort encore une meilleure puce qui fait que toutes celles que tu avais achetées pour tes gazillions de dollars, faut à nouveau toutes les remplacer dans 3 ans alors que tu avais décidé de les lisser comptablement sur 6 ans, ça pose énormément de problèmes sur le calcul du bénéfice réel. Et de toute façon, c'est pour ça qu'en général, tu es censé plutôt suivre les cash flows. Et maintenant que les cash flows décrochent, les gens disent oui, mais les bénéfices sont toujours là. Certes, et je pense pas, c'est des gens qui sont suffisamment suivis par énormément d'analystes, par énormément d'entreprises qui sont là pour éviter les arnaques et compagnie. Je suis pas en train de dire qu'ils sont en train d'arnaquer leurs bénéfices en manipulant les amortissements. Mais il n'empêche que dans ces choix d'amortissement, il y a des paris qui sont faits sur quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, qui est l'amortissement des dépenses dans les data centers IA. Je ne sais pas comment tu peux déclarer que tu fais encore des bénéfices comme avant. C'est ça, pour moi, c'est terrifiant parce que à la sortie, ça peut finir par des write-off. C'est-à-dire que tu dis non, mais je fais du bénéf, je fais du bénéf, je fais du bénéf. Et puis au final, ça se passe pas comme prévu. La réalité du futur change. Et légalement, tu dis le monde a changé, donc ce que j'avais prévu avec mon investissement ne se déroulera plus. Et je vous annonce une perte sèche de 100 milliards sur les investissements que j'ai fait il y a 4 ans parce qu'ils n'ont plus de sens au regard de ce qu'est le monde en 2030. Donc c'est aussi ça qui nous pend au nez sur les bénéfices. C'est le write-off chez un d'entre eux qui se sera planté dans sa stratégie ou pour nouvelle rupture technologique quelle qu'elle soit. Voilà, donc ça c'est... Et puis la dernière partie, c'est également que la compta ne prévoit jamais. La compta te demande d'annoncer tes CAPEX dans tes calculs de flux de trésorerie, mais elle n'impose pas légalement de différencier le CAPEX d'investissement, donc vraiment le nouveau data center ou la nouvelle usine qui est un investissement nouveau, du CAPEX que tu vas mettre dans le vieux data center qui a 5 ans pour renouveler son contenu, qui serait plutôt le CAPEX de maintenance. Et la différence entre les deux est fondamentale, parce que l'investissement, c'est de l'investissement, et le CAPEX de maintenance, il est censé matcher à 100% avec tes amortissements si tu l'as bien fait. Donc tu peux jamais mesurer où est-ce qu'on en est de cette problématique-là sur le calcul des bénéfices. Et vu la divergence que ça prend en ce moment, ça me semble vertigineux d'avoir un avis éclairé et de mettre beaucoup de sous là-dedans, à part sur une espèce de confiance de très long terme, pour différentes raisons. Mais en direct sur la comptabilité, je vois pas comment tu peux avoir un avis ferme sur ce qui va se passer dans les 5 ans. Ça, c'est... Alors Hugo, tu vas trim? Alors, c'est une excellente question parce que donc toi, de ce que j'ai compris, tu es plutôt de la stratégie. Si c'est trop cher et que je vois pas pourquoi, je trim et je réalloue ailleurs. Mm. Et c'est souvent des remarques qu'on m'a fait, notamment sur ASML et Amat, de gens qui me disaient mais pourquoi tu vends pas une partie pour réallouer? Alors, déjà, le problème numéro 1, c'est les impôts. Puisque forcément, si tu vends une position en plus-value, tu payes des impôts. Donc, tu as un frottement fiscal qui fait que ça peut potentiellement diminuer un peu ta perf. Et je me suis toujours dit depuis le départ, j'ai une optique de stratégie long terme, tu vois. Et quand j'ai acheté, par exemple, ASML, ma thèse sur ASML ne prenait pas du tout en compte
l'IA et le potentiel, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, les revenus absolument délirants que toutes ces boîtes-là sont en train de faire. Et la thèse sur ASML était sur 15 ans. C'est-à-dire que la thèse, c'est que ASML sera capable de garder son avantage compétitif sur 15 ans, de garder son leadership technologique sur 15 ans, et après sur les 15 prochaines années, qu'il y ait de l'IA ou qu'il n'y ait pas de l'IA, en fait, on s'en fout, puisque la tendance de fond, la tendance séculaire est la même, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de semi-conducteurs qui sont produits partout dans le monde pour faire plein de trucs. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ASML dans 15 ans vaudra plus qu'ASML aujourd'hui. Donc la thèse, elle était là. Donc pour moi, en fait, j'ai pas envie de trimer mes positions parce que la thèse a pas changé. Même si la valorisation fait qu'elles sont plus chères, je suis pas sûr, si je vends la moitié de mon ASML, de trouver un meilleur endroit dans lequel l'investir aujourd'hui. Alors on pourrait dire oui, mais il y a un arbitrage à faire avec les softwares qui sont moins chers. Oui, les softwares sont moins chers, mais en même temps, tu as aussi beaucoup de risques sur les softwares parce que tu sais pas où ça va être dans 5 ans, dans 10 ans. Si Anthropic demain te sort une super intelligence artificielle qui est capable de générer des softwares à la volée, bon déjà nous on n'aura plus de boulot et en plus tous ces investissements-là ils vaudront plus rien. Donc sauf peut-être Constellation Software et encore, peut-être pas. Donc je sais pas. En fait, j'en sais rien et j'ai pas de réponse à la question, donc je vends pas. Bonne raison. Bonne raison. Moi, je pense aussi qu'il y a un truc qui est. Je sais pas si ça a changé récemment. Si toi, Christophe, tu connais l'histoire de la compta pour nous dire à quel moment ça remonte. C'est le côté là des résultats récents de Google qui étaient faramineux parce qu'ils prenaient en compte dans le bénéfice la revalorisation de leur portefeuille d'investissement. Ce qui est pour moi délirant parce que du coup, quand même, sur un bénéfice, tu payes des impôts. Et si tu payes des impôts sur un bénéfice qui est calculé avec des revalorisations de position, ça veut dire que tu payes des impôts sur une plus-value latente. Et si Google conserve ces boîtes-là et que ces boîtes-là se sont envolées de manière injustifiée, et que ça dure 3-4 ans et qu'après ces investissements retombent à des valos, à des PE plus normaux, peu importe, mais en tout cas qu'il y a de la baisse, tu te retrouves aussi dans une situation où Google n'a plus de free cash flow parce qu'ils ont besoin de cash, hein, ça on en a parlé. Et puis entre-temps, ils payent des impôts sur des bénéfices de plus-value latente à 75% des bénéfices qu'ils déclarent, c'est ça quoi. Donc en plus ils doivent donner de l'argent sur du cash qu'ils n'ont pas quoi. Enfin, je trouve ça complètement fou, tous les effets pervers du moment. Sur ce qu'on est en train de voir quoi. Et cette partie-là de payer des impôts sur la plus-value latente, je sais pas si c'est récent, mais ça me paraît délirant que ça soit maintenu. C'est terrifiant, hein. Mm. C'est terrifiant, hein. Il y a des gros risques qui sont vraiment tangibles. On les voit, on les touche, hein. Ils sont là, ils sont en face de nous. Je crois que Buffett s'est plaint de ça en 2018, donc peut-être que ça remonte de là. En disant, voilà, Ok. regardez pas nos net income earnings, nos profits officiels, parce que on a un portefeuille de centaines de milliards, donc ça va bouger, les actions vont bouger, du coup nos bénéfices. On peut regarder, pour tous les auditeurs, 2018, regardez par là, ça doit être lié à un changement Mm. fiscal. Je pense pas que. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Vous verrez. Ou sinon, ChatGPT fera l'affaire. Oui, c'est terrifiant hein, de payer des impôts pour leur investissement dans Anthropic, SpaceX, etc. Du coup, ils payent des Bah, impôts pour des SpaceX quoi. choses intangibles. Ouais, mais ils ont fait une IPO, ils ont des gains faramineux. Et en fait, si on ajuste pour ces gains, comme s'il n'y avait pas eu de gains de leur portefeuille, comme si on n'avait pas touché Mm. à SpaceX, les bénéfices de Google ont miss. Ils ont raté le consensus, finalement. Bah oui. Ah, Donc ça ça c'est fait. intéressant parce que c'est une info que j'ai pas trouvée. De combien seraient leurs bénéfices sans les ajustements? Alors je sais pas si c'est moi qui ai juste pas assez cherché, mais ils seraient de combien du coup? Euh, j'ai fait le calcul à l'époque. Ils ont operating income, donc profit opérationnel 40 milliards, je crois. De D'accord. tête, ça doit être ça. Et c'est beaucoup moins que ce qui est annoncé. Ce qui veut dire que les profits officiels de Google sont fake, ce qui veut dire que les impôts sont fake, ce qui veut dire que le PI ratio de Google est fake. Et tu peux translater ça pour Google, mais aussi pour Microsoft avec leur valorisation d'OpenAI, mais aussi pour Amazon, donc trois big boys avec des PI ratios qui sont fake. Et si on regarde leur business, ils sont énormes. Du coup, dans la taille du S&P 500, Ouais. ils sont considérables. Et du coup, le PI ratio du S&P 500 est fake.
Mais bon, après, c'est un truc de conspirationniste. Je veux dire, il y aura toujours des trucs moyens. Je veux dire, on va faire quoi? Non, On va mais se plaindre? Bah non, on trouve les meilleures prends le, opportunités. On prends peut dégager le, de ces opportunités et acheter d'autres choses. quand Oui, tu parce que prends le Amazon, c'est bénéfice de pareil sur Google, leur dernier. Vas-y, Mathieu. sur Google, ils doivent payer des impôts. Ils ont une participation dans SpaceX qui est valorisée à combien 1400 milliards. On est dans ces eaux-là encore ou ça a beaucoup bougé depuis l'IPO, donc je sais pas, mais On parle de la capi de SpaceX. de la market cap. Donc Euh, on est dans une la situation où market cap de Google, SpaceX. Attends, je vais te la donner. voilà. 1700 milliards. Donc elle est à 1700 milliards. Sauf que Google est rentré avant l'IPO, hein, c'est des investors, des tours de table d'avant. Donc je ne sais pas à combien est estimée leur part. Mais SpaceX en tant que boîte, alors il y a de la croissance, hein, ils ont fait du 90% de croissance sur la partie où ils louent de la puissance de calcul, si tu veux. Mais intrinsèquement, je te sors le bilan, je te dis pas que c'est SpaceX. C'est une boîte, allez, milieu de tableau du SP500 en termes de comptabilité, avec une ligne qui est en forte croissance, et avec une ligne qui a fait x2. Mais le reste, elle n'est pas plus grosse que The Campbell Company qui fait de la soupe à la tomate aux États-Unis. Ça, faut quand même s'en rendre compte. Donc, alors, est-ce que SpaceX et la soupe à la tomate en conserve, c'est la même chose ou pas? Ben, SpaceX va peut-être aller sur Mars. Ben, certes, mais si tu vas sur Mars, tu auras bien besoin d'amener des conserves pour manger. Donc peut-être que The Campbell Company et sa soupe à la tomate devraient être à 1400 milliards de dollars de valorisation aussi. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc à la sortie, cette boîte-là, si tu en es vraiment le propriétaire, elle a des perspectives incroyables, mais elle pèse pas plus qu'une entreprise de soupe à la tomate. Et Google est en train de payer des impôts sur un truc qui explique que cette boîte-là vaut x 1000. C'est ça qui fait 75 à 80% du bénéfice de Google sur le trimestre dernier avec Anthropic et autres. Et Google n'a pas le droit de vendre ses actions. Parce que SpaceX est restreint. Parce que tu as un float de 3% et tous ceux qui étaient rentrés avant ont eu des consignes dans l'IPO que tu n'avais pas le droit de liquider tes positions. Si tu étais un early investors, tu avais une certaine fréquence à laquelle tu pouvais sortir tes actions, etc., etc. Parce que, en plus, ce 1700 milliards de dollars, il est basé sur 3% de float. Donc, en gros, si tu veux vendre 3% de plus de la boîte, je ne sais pas quelle part a Google dedans, mais s'ils ont 10% et qu'ils veulent liquider 30% de leur part, ça voudrait dire qu'ils liquident 3% de SpaceX au total, ce qui fait que c'est une IPO bis. Il faut aller chercher les mêmes montants collectés lors de l'IPO pour liquider 3 à 4% de plus de SpaceX. Donc Google ne peut même pas payer ses impôts sur la plus-value latente en vendant ses parts, quoi. C'était dans un niveau de délire qui est complètement hallucinant, quoi. En termes de règles comptables, ça ne tient pas la route une seule seconde. Ça tient pas la route. Je vous laisse en conclure ce que vous voulez. Ouais, c'est terrifiant. Tu as utilisé un bon mot, hein, terrifiant. En 2020-2021, ils ont aussi changé leur année de useful life pour leur data center. Donc, pour la dépréciation et amortisation, ils ont négocié ça. On est passé de X années à X plus 2 années en 2020-2021. Ça avait fait scandale. Vous trichez avec la compta, etc. Finalement, tant que les revenus montent, tant que les gens utilisent Google, ça va, quoi. Il y a eu beaucoup de plaintes, d'experts de comptabilité qui se sont plaints en 2020-2021, et finalement, c'était un moment d'acheter l'action, hein, finalement. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème majeur pour Google. Google a survécu. Là, pareil, ils trichent sur la compta. Fondamentalement, le business va être sain, quoi. Il y a des fourberies, hein. Après, les gens décident s'ils veulent le conserver en portefeuille ou pas. Est-ce qu'ils veulent jouer à ce jeu-là du CAPEX ou pas? Ça dépend. Nous, on a le bonheur en tant qu'investisseur individuel de pouvoir choisir. Est-ce qu'on veut être investi dans Google ou pas? Est-ce qu'on va investir dans Amazon ou pas? Et si on n'aime pas ce jeu-là, on n'aime pas ces filouteries, on peut dégager. On peut investir dans autre chose, il n'y a pas de souci. C'est trop bien. Alors que des gérants, des fonds d'investisseurs gérants, des gens qui gèrent des ETF n'ont pas le choix. Des gens qui investissent dans le S&P 500 n'ont pas le choix. Genre, nous, on a un bonheur, hein, c'est génial. Si on veut jouer à ce jeu-là, on rentre dans l'arène, on joue. Et si on veut pas, on veut pas. On investit dans autre chose, dans S&P Global. Et ouais, c'est très, très bien comme ça. Tu l'as en Donc, portefeuille? Ah non, certainement pas. non, j'ai pas S&P Global en portefeuille. Non, elle est top. On en avait discuté, c'était un diversification incroyable sur 3 ans. Ils avaient plombé
return on invested capital qui était passé d'un historique 20-25% à du 8% parce qu'ils ils ont utilisé leur cash pour acquérir d'autres business, en particulier de la vente de logiciels de data et financiers et compagnie. Et ça marche pas du tout au niveau de ce qu'ils espéraient. Et la boîte a grossi avec une partie qui ramène beaucoup de cash et un nouveau tiers de la boîte qui en ramène pas du tout. Et donc tu moyennes le bénéfice on va dire 50% de la boîte sur une boîte qui est 2 fois plus grosse parce que tous les investissements qui ont été faits depuis 5 ans ne rapportent rien, quoi. Mais je suis d'accord que je vais peut-être y mettre un ticket. Mais c'est quand même, ça c'est insupportable, quoi. Mais Le ils ont besoin vendu, chronique de toutes ces boîtes d'utiliser ton cash qui t'appartient à toi, le propriétaire indirect actionnaire, pour s'inventer des projets, pour se prouver des choses à eux-mêmes. Je sais pas, quoi. T'as un truc comme ça, bah, tu génères ton cash et puis c'est tout, quoi. Et puis tu et S&P redistribues. Global a fait son spin-off, donc moi je suis assez confiant sur l'avenir Sur le retour cette au boîte. ROIC à l'ancienne. Oui, mais surtout qu'en plus, quand tu compares le ROIC avec le WACC, là, sur les 5 dernières années, en fait, tu t'aperçois qu'ils sont en destruction de valeur depuis 2023, hein, sur 3 années consécutives, 2023, 2024, 2025. Ils Ah ont oui. un WACC supérieur. Donc oui, c'est les retours sur investissement de S&P Global sur les 5 dernières années depuis le rachat de AHS Market, c'est catastrophique. Mais ils ont fait le spin-off. Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Je pense qu'ils se sont fait suffisamment pété par le marché comme ça, parce qu'en fait ils stagnent depuis 2022. J'ai confiance que ça reparte, parce que de toute façon S&P Global c'est de la notation de crédit. Enfin, je veux dire, t'as rien de plus pour moi, t'as rien de plus solide comme business que ça, quoi. C'est au même titre qu'un Visa, Mastercard. Voilà, c'est de l'oligopole indéboulonnable. Je sais Ouais, pas, parce que à nouveau, c'est eux qui notent les dettes, les fameuses dettes là dont on a parlé, des Max Seven qui lèvent du pognon désormais en dilution ou en dette. À nouveau, c'est eux qui les notent. Sauf que je suis en train de me renseigner sur ce sujet-là et il faut que je creuse l'histoire parce que j'ai pu lire que les garde-fous qui avaient été mis sur ces boîtes là, Moody's et SPGI, c'est des boîtes qui avaient été énormément controversées en 2008 parce que c'est elles qui avaient expliqué à tout le monde que la dette subprime qui était glissée dans de la titrisation et revendue à on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, en mode dette AAA, c'était quand même eux qui avaient certifié tout ça, quoi. Et donc à l'époque, c'était passé à 2 doigts du démantèlement de une d'entre elles. Et normalement, c'est ce que tu es censé faire, parce que c'est des boîtes semi-monopolistiques. Donc tu es censé, si tu as un gros problème de confiance ou de manipulation ou de défaut de prise de rentabilité, tu es censé leur faire payer un prix, quel qu'il soit, de skin in the game, sous quelque forme que ce soit. Donc prochaine fois où ils déconnent sur la notation de dette, comme par exemple là ils sont en train de certifier toutes les dettes des Max 7 en AAA, honnêtement si ça part en biberine et que tu arrives dans un effet semi-systémique où il y a des gens qui ne retrouvent pas leur investissement, pour moi tu en as une des deux qui saute, j'ai envie de te dire, par pression gouvernementale, quoi, pour leur faire payer un prix. Parce que ça fera 2 fois en 15 ans qui te mettent du triple A sur de la dette qui vaut pas un clou, si on en arrive là. Donc, je veux dire, c'est pas tout rose. ok. Avec tout le respect, j'ai beaucoup de commentaires, je suis en désaccord. Je t'en prie. À l'époque, pareil, parce que je trouve ça super intéressant. Ok, plusieurs choses. Attends, je vais faire truc chronologique. S&P Global qui s'est fait démonter en bourse, ça fait du surplace depuis 5 ans, oui, mais le PDG a changé, le management a complètement changé, et ils ont dit maintenant, c'est fini les acquisitions, on va faire des buybacks. Donc le retour aux actionnaires avant c'était genre 75% du cash flow, ils ont augmenté de 85% pardon, à 100% en disant tout le cash il est pour vous les actionnaires, on va pas faire d'acquisition, on vous le promet. Bon, c'est ce qu'ils disent, voilà, donc le ton du management a changé. Et ils ont fait du spin-off aussi, leur partie mobility qui était marge nulle, hein, je l'ai analysé, peu de croissance, marge nulle, du coup les marges vont augmenter, plus de buyback, plus de dividendes et nouveau management. Donc là il y a un discount, on regarde le PE ratio du S&P SPGI comparé à, je sais pas moi, Moody's,
les ratios de 20 contre 25, il y a une décote de 20%, parce qu'ils sont nuls dans l'allocation de capital. Ils veulent le changer, ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Deuxième chose, ils ont plusieurs parties, vous l'avez bien dit. Partie crédit, partie software, donc analytics, market intelligence, et partie énergie qui est nulle, et les Et autres les parties index. sont index, Très, très voilà. fort. Index grossit de 20%, et partie notation de crédit grossit de 20%, qu'on peut cross-read avec Moody's. C'est-à-dire que là, vous avez complètement raison, les Max 7 qui lèvent de la dette pour créer un dieu IA, pour faire le méga data center ever, ils sont tous à mettre des dettes de Port, de Google, de Meta, de Amazon, plus de dettes, vont être notés par S&P Global et par Moody's. Et le PDG de S&P Global a dit, bon, ben, on a 4 ans et demi de visibilité où on va être à fond les ballons, vraiment à fond. Donc la demande, elle est complètement démentielle. Et tu soulèves un très bon point, Mathieu. On est dans un scénario 2007-2008 où, bien évidemment, qu'ils vont tricher avec les crédits, bien évidemment, qu'ils vont négocier. On le voit avec le film The Big Short, hein, quand il y a, bon, dans le film, il s'appelle Mark Baum, qui est en fait Steve Oui. Eisman, Steve Carell, l'acteur qui va dans le crédit de la dame en disant, bah voilà, si on note pas les crédits des gens, on est S&P Global, ils vont dans le coin de la Ils vont rue, ils chez vont à les autres. Moody's. Voilà, ils auront un triple A, ils vont négocier. Bien évidemment qu'ils vont tricher. Bien évidemment que ça va se passer comme ça. Et Buffett dit un truc qui est très vrai, pareil pour Monish Pabrai. Ils ont été ils ont contribué à la plus grande crise de l'histoire des US dans les 100 dernières années, donc 2008. Tu vois, donc ils sont vraiment coupables. Moody's, Oui. à l'époque Fitch et S&P Global, ils sont coupables. Littéralement, ils ont triché publiquement pendant des années. Ils ont créé des packages pourris qu'ils ont vendus à des gens qui connaissaient rien. Ils ont triché et avec le plus grand scandale ever, des plus grandes crises financières des 50 dernières années minimum, ils n'ont rien eu. Ils ont eu une amende de 1 milliard en 2014. Fin. Donc, ils sont dans l'œil du cyclone. Ils sont clairement coupables. Ils sont allés au procès. Vous êtes coupables. Vous êtes en duopole, triopole avec Fitch. Malgré ça, bah, vous savez quoi? Bon, payer 1 milliard en 2014. En 2014, hein, c'est vraiment genre 6 ans plus tard. 1 milliard et après, bon, vous continuez comme ça. Donc, s'ils ont survécu à 2008, peuvent survivre à un deuxième scénario, hein. Donc, Oui, on verra, hein, pour ouais, l'instant. je te dis juste qu'il y en a un qui peut se faire dézinguer parce que si tu veux, à la crise de 2008, bah, ils ont laissé une banque faire faillite. Je crois que c'était Merrill Lynch, c'est ça ou Non, je dis des Lehman conneries? Brothers. Mais Lehman Brothers, il y en a une qui a été, pseudo-nationalisée, elle se trade encore over the counter. Ah non, tu Il y parles en- des banques de crédit immobilier là, mince. Ouais, Oui. peu importe. Merci. Peu importe qu'on trouve pas les noms, mais Fannie Mac, Freddie Mae. voilà, Freddie Mac et Fannie Mae, voilà. Donc Fannie Mae, c'est Lehman voilà, Brothers qui a Freddie fait Mac, Fannie faillite. Mae, c'est ça. Ou Voilà. l'inverse. Donc en gros, tu as, tu as trois scénarios et effectivement, comme Christophe le précise, ils se sortent de la situation la plus critique de leur histoire qui aurait pu conduire au démantèlement de ces boîtes ou à leur nationalisation avec 1 milliard d'amendes. Mais il n'empêche que quand tout ça s'est passé, bah, Lehman Brothers, le fameux une banque fera pas faillite parce que c'est systémique et elle sera toujours sauvée, bah, elle n'a pas été sauvée. Pour l'exemple, ils l'ont laissé mourir. Et puis le fameux Freddie Mac et Fannie Mae, bah, il n'a pas fait faillite, par contre il a été mis sous administration du gouvernement et il rembourse ses dettes depuis 15 ou 16 ans maintenant. Et d'ailleurs, il est question en ce moment, la situation s'étant assainie, de remettre cette boîte sur le marché public et de la faire rejoindre les indices classiques. Alors tu peux encore y aller en ce moment sur du over the counter. Mais tu as aussi ça qui était discuté à l'époque, à savoir que oui, effectivement, t'es pas obligé de faire faillite à une boîte pour l'exemple, mais ça peut arriver. Mais la deuxième partie qui te pend au nez, c'est que si tu fais pas ton taf, bah, t'es nationalisé ou t'es pseudo-nationalisé ou t'es administré. Et vous savez très bien comme moi que dans ces scénarios-là, l'actionnaire est toujours le dindon de la farce parce que c'est prévu comme ça. Tu as un bilan comptable qui, dans la colonne du passif, te donne la priorité de qui possède l'equity et les dettes de court terme, les fournisseurs et les prêts en trésorerie sont prioritaires.
Le deuxième, c'est les dettes de long terme. Et le dernier, c'est l'equity. Et ce séquençage-là t'explique qui est prioritaire sur récupérer de l'argent quand le business est vendu ou quand le business est liquidé ou ce que tu veux. Donc l'actionnaire, quand il y a un risque qui se manifeste sur une boîte ou de quelque ordre que ce soit, est toujours le dernier servi. Donc évidemment, ça reste un business incroyable. Ça reste un business incroyable. Ce qui m'énerve avec ce business, c'est que la partie incroyable, ça reste qu'un tiers ou alors 2 tiers, ça dépend ce que tu mets dans l'incroyable. Si tu mets que le ratings ou si tu mets le ratings plus autre chose, mais le ratings dans SGPI, c'est 1 tiers de la boîte. Donc en fait, tu n'as pas accès en tant qu'actionnaire à la rentabilité de la partie du business qui est incroyable. Et ce business incroyable a un talon d'Achille qui peut arriver une fois tous les 50 ans ou tous les 100 ans, mais il existe quand même. Donc voilà, c'était juste pour mentionner. Et en plus, sur le cas de SGPI, tu as eu 3-4 ans de diversification et de non-rentabilité de la boîte parce que le management était parti en biberine. Donc voilà, c'est juste pour mentionner que pour moi, si je devais faire un classement, je le mettrais quand même un cran derrière Coca-Cola en termes de business exceptionnel. Je le mettrais pas devant, je le mettrais un cran derrière le train, tu vois. Je le mets pas dans le top 5, top 10. C'est mon avis perso. Je le mets avec grand plaisir dans le top 20 de tous les business du monde. Indéboulonnable, ce que tu veux, pépère, rentabilité, pas d'investissement, pas de surprise, pas de disruption, tout ce que tu veux. Mais c'est pas top 5, quoi. Pour moi, c'est pas top 5. Après, chacun classe comme il veut. Je pense que tu vois, je le mettrais presque même dans le top 2. Si C'est je vrai devais faire, moi, si je devais faire un classement des business que je trouve les plus stables et dans lesquels j'ai investi les yeux fermés, je pense que top 1, je mettrais Visa Mastercard. Et top 2, je mettrais S&P Global Moody's. Parce que S&P Global Moody's, 50% de leur chiffre d'affaires, c'est les ratings et les indices. Donc 50% de leur chiffre d'affaires, c'est le AAA de la France et le S&P 500, ce qui sont 2 trucs absolument indéboulonnables, je trouve. Et je le mettrais bien devant Coca-Cola, personnellement. Mais, en termes de certitude de survie sur 100 ans. Ah ouais, ah ouais. Parce Ok, que je l'avantage sais de pas. S&P Global Moody's, c'est que t'as pas cette problématique de décroissance démographique que t'as sur des boîtes comme Coca-Cola. Coca-Cola, dans les 100 ans qui viennent, ils peuvent très bien diviser leur volume de vente par 2 parce que la population pourrait se diviser par 2, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Tu fais du classement d'entreprise par certitude ou c'est pas un critère Moi, c'est mon critère principal. Hein, je me pose toujours la question sur les boîtes, laquelle je verrai toujours là dans 100 ans, puis dans 80 ans, puis dans 60 ans, puis dans 40 ans, puis dans 20 ans. Mais ça passe devant tout le reste. Devant la croissance, devant les marges, devant tous les autres critères. C'est un truc que tu fais, ça? Non, pas d'opinion sur ce sujet-là. Je le fais pas. Hmm. Je suis pas assez malin Parce que pour savoir si l'action va être là dans 100 ans, si le business va être là dans 100 ans. Je suis vraiment pas assez intelligent pour ça. Donc non, plutôt non. Plus non que oui. Et du coup, tu comptes sortir, ton horizon d'investissement sur tes choix, tu les pondères à 5 ans, tu les pondères à 10 ans, tu les pondères Ben, à 15 ans? plus grosse position, Fortinet. Là, si on regarde les trends de cybersécurité, c'est un jeune secteur. Hein. La cybersécurité, ça date de quoi? 20 ans? Voilà, le début Ouais, fin d'Internet. des années 90. Voilà, donc c'est vraiment super jeune. Donc est-ce qu'on peut pronostiquer ce qui va se passer dans les 100 prochaines années? Ça va être quoi? Terminator? Je sais pas comment la cybersécurité va évoluer dans 100 ans. Mais dans 5-10 ans, ça peut être pas mal. Dans 5-10 ans, tu peux à peu près voir comment le monde va se passer. Il y aura de plus en plus d'IA, de plus en plus d'agents. Allez, 5 ans, allez. 10 ans, ça paraît un peu trop dur. Dans 5 ans, voir le monde de la cyber accélérer, c'est quelque chose d'envisageable. Donc, oui, voilà, 100 ans, ça paraît un peu trop compliqué. Est-ce que Fortinet sera là dans 100 ans? C'est rien, ils ont été créés en 99, et ils ont même pas 30 ans, je sais pas. Mais ouais, dans les 5 prochaines années, 5 prochaines années, c'est pas mal. Après, pour ce qui est du futur très très long terme, aucune idée. Hein. On avait des craintes sur Coca-Cola en 1910, 1920, et des articles à l'époque en disant voilà, ça va pas du Hmm. tout, il y aura des craintes démographiques, ça date de 100 ans.
Et Buffett a d'ailleurs mentionné cet exemple-là en disant, il y a des gens ont toujours douté Coca-Cola, on est toujours là. Hum, Question que j'ai pour toi, Mathieu. Si hum. tu crains les Mac 7, si tu crains les duopoles, le classement, etc., sur quoi t'es bullish? Alors, moi, c'est pas des craintes. J'ai besoin d'avoir une conviction qu'il existe un sujet qui porte le bénéfice et le chiffre d'affaires, qui est par nature un optimal indéboulonnable. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pas que j'ai des craintes, c'est que je n'arrive pas à avoir la lecture de ce qui fait que ces boîtes ont l'avantage les unes sur les autres. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, et Mark Zuckerberg l'a dit, s'ils font autant d'investissements tous, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes terrifiés que cette disruption de l'IA ne les emporte, et donc ils se sentent obligés, par la nature de ce nouveau jeu, de faire les dépenses en mode quoi qu'il en coûte. C'est vrai. Donc moi en fait, c'est uniquement ça mon avis. Mon avis, c'est de dire, si eux-mêmes te disent on fait les investissements sans vraiment se poser la question de la rentabilité, mais plus par le côté c'est inévitable, parce que c'est sûr que si on les fait pas, on n'est plus là. Si on les fait, on ne sait pas qui sera le gagnant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, si tu les fais pas, tu seras plus là. Donc moi c'est ça mon incertitude. Euh, je, à partir de là, moi je suis plutôt bullish sur des business, pas dans le sens de leur croissance. C'est-à-dire que c'est un truc que je regarde moins. Moi ce que j'aime bien, c'est la pérennité des bénéfices. C'est-à-dire que j'aime bien que quand j'achète un actif, quand tu me dis est-ce qu'on peut avoir une visibilité sur 100 ans, bah, j'ai acheté une forêt. Et la forêt va produire du bois. Et je vais couper du bois, et je fais couper du bois par d'autres personnes qui en prennent une partie et qui me ramènent des stères. Et ça, ma certitude que j'aurai une production de bois tous les ans pendant 100 ans, avec un risque qui est peut-être un trou de 30 ans s'il y a un incendie sur la parcelle, le temps que le bois repousse, mais 35 ans après il repoussera. Donc là, j'ai absolument aucun doute que j'aurai une production de quelque chose tous les ans, ad vitam aeternam, avec des trous de risque, mais qui ne sont pas des risques irréversibles de fin et mort terminale de cette parcelle de forêt. Et ça, c'est une caractéristique, je pense, très profonde de la démarche que font la plupart des gens en investissement, qui est aussi le moteur principal de l'achat de l'immobilier dans la psyché de la plupart des gens qui sont pas investisseurs fanatiques comme nous de stock picking et compagnie. Les gens se disent bah, si je suis propriétaire de ma maison, je l'aurai pour toute ma vie. Tu vois, il y a une espèce d'évidence pour eux. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans leur démarche d'investissement, c'est le critère. Ma maison, bah, j'ai un crédit sur 20 ans, mais du coup, j'ai plus de loyer. Puis à partir de 20 ans, je suis gagnant parce que je paye plus de loyer. Et puis après, je vis 60 ans dedans. Et dans leur esprit, il n'y a aucun doute que la démarche d'investissement, c'est ça. C'est je suis propriétaire d'un truc qui leur paraît éternel. Donc moi, c'est ça que je cherche dans le côté bullish. Je suis bullish sur des investissements où j'estime que j'ai compris quelque chose dans la nature de cet investissement qui relève de cette certitude d'ultra long terme, il y aura toujours quelque chose, ça produira toujours quelque chose. Il y aura et comme le dit Hugo, il y aura très probablement un credit ratings qui nécessitera un nom connu pour valider une dette d'une boîte quelle qu'elle soit dans 50 ans, et ça sera très probablement Standard & Poor's ou Moody's. Et cet aspect-là, je suis 100% d'accord. Mon doute sur cette boîte, c'est que c'est qu'un tiers du business. Maintenant, pour l'autre tiers qui est sur le market intelligence, Hugo et moi sommes nous-mêmes la disruption de ce sujet-là. Ces gens-là, on les connaît, on a discuté avec eux, on connaît leurs tarifs, et quand on a vu leurs tarifs, on a pouffé de rire, parce que nous, on fait diviser par 1000 aujourd'hui, en 2026. On fait leurs tarifs divisé par 1000. Donc là, je me dis, il y a un tiers du business, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et je comprends pas pourquoi il aurait cette caractéristique de pérennité
de long terme. Voilà, donc c'est les questions que je me pose Donc je suis bullish quand j'estime que c'est pérenne et que après évidemment marge, politique orientée actionnaire, tout ce que tu veux, tout le classique quoi. Mais je suis plus sur la pérennité que sur la croissance. Ça c'est clair. Est-ce que le business va survivre 50 ans? Est-ce qu'on va utiliser le même produit pendant 50 ans? Le WD-40, là, la graisse aux US, le truc le plus boring, qui est d'ailleurs une Bah action oui. publique. Hein. C'est pas, c'est plutôt cher pour ce que c'est, mais c'est très boring et ça marche. Hein. Ils ont un produit, quoi. Mm. Ouais. Pas de diversification, produit optimal, personne sait ce que c'est. Moi, je suis un G mécanique à la base. Bah, tu peux faire prépa, maths sup, maths p, toutes les écoles de méca que tu veux. Tu peux tout connaître de la mécanique, des ajustements, des jeux fonctionnels, du design sous Katia, de ci, de là, de machin. À un moment donné, tu arrives à l'atelier pour monter tes 2 pièces ou pour assembler ton moteur. T'as Roger qui arrive avec sa moustache et quand ça passe pas, il te dit même peu de WD-40 et puis Ouais. ça passe. Et l'ingénieur le plus chevronné du monde ne sait pas ce qu'il y a dedans et pourquoi ça marche. Et tout le monde en met. Et c'est, enfin, peu importe, mais ouais, pour moi, c'est ça être. Alors, la deuxième partie, pour être très clair avec toi, Christophe, c'est que les Mac 7, j'en ai, hein. Des Google, j'en ai acheté, des paris un petit peu à l'aveugle et sur les sujets où je dis que je suis non confortable, ça veut pas dire que j'y vais pas. Le problème, c'est que ce manque de certitude sur l'ultra fondamental de la pérennité du business fait que j'y vais pas fort. Et quand je trouve un investissement qui a les caractéristiques d'être un truc optimal et indéboulonnable sur plusieurs siècles, si possible, et qu'il est au bon prix, je mets l'équivalent d'une maison. C'est ça mon souci. C'est-à-dire que moi, je veux bien aussi entendre tous ceux qui me disent je suis bien sur cette action, elle est porteuse, elle est bien, le business il est bien. Mais en attendant, le boulanger du coin, dans sa boulangerie, il a mis 600 000 euros, et dans sa maison, il a mis 300 000 euros. Donc le mec du coin qui est terre à terre et qui se pose des questions de pérennité de la clientèle qui vient au jour le jour dans son magasin, sur ces concepts-là, le mec il met 1 million d'euros entre sa maison et sa boulangerie. Et il bâtit sa vie là-dessus pendant 20 ans. Donc moi, j'aimerais aussi, quand je discute avec les gens, aller au niveau de cet aspect-là de la discussion qui est, oui, mais quand tu dis que tu es bullish, est-ce que tu fais comme le boulanger? Est-ce que tu mets vraiment, allez, 30% de ta capacité financière de tes 20 prochaines années là-dedans? Et comme tu le disais tout à l'heure, Christophe, à 20 ans, Warren Buffett, il mettait 50% de son patrimoine dans une action. Et à 2 actions, il mettait 100%. Et c'est ça que je trouve fondamental. Parce que si tu fais pas ça, tu peux jamais avoir la perf. À un moment donné, si tu fais du... allez, on va dire ce qu'il en est, mais si tu mets 1% de ton patrimoine dans une action un peu porteuse, bon, ben c'est bien. Tu peux avoir raison, tu peux avoir tort, tu peux être bullish et tout. Mais c'était quand même pas un pari décisif. Et je suis persuadé que tous les gens qui disent que Google c'est bien, que si, que là, que machin, si tu leur dis, allez, maintenant, mets l'équivalent d'un appart dedans, je pense qu'ils n'y vont pas. Je pense qu'ils n'y vont pas. Mais c'est mon avis, hein. Alors que les mecs qui sont sur la SP500, ils vont finir par mettre des 200 000 balles dans le SP500. Tu vois ce que je veux dire? Donc le côté aussi volume financier d'investissement, au regard de ta conviction, est quand même aussi très révélateur de la véritable nature de ta conviction sur le produit, quoi. C'est mon avis. Exactement. Je le dis souvent à Hugo d'ailleurs. Je le dis souvent à Hugo, il m'explique qu'il a des convictions sur Google, mais 80% de son patrimoine c'est Bagger. Et moi je suis persuadé que Bagger est plus nul que Google. Mais il fera pas le changement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Hugo. Mais non, mais c'est tout à fait vrai parce que tu vois, par exemple, quand on parle de Google, de grosses positions dessus, bon, je sais pas toi, Christophe, si tu dévoiles les montants sur ton portefeuille, mais moi sur Google, la position, bon, c'est 10 000 balles. C'est pas, voilà, j'ai pas 300 000 balles sur Google, ça c'est clair. Et 10 000 euros demain, si je les perds,
c'est pas une somme qui va changer fondamentalement ma vie, dans le sens où 10 000 euros, c'est quand même une somme qui se refait relativement facilement en l'espace de quelques années, ou même d'un an, peu importe. Mais c'est quand même pas un pari aussi concentré que, oui, une baraque ou une entreprise. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Tout dépend le risque, hein. Je veux dire, là, il y a un montant de risque de plus en plus élevé pour Google, qui n'arrive pas à voler un nouveau modèle. Donc, les risques, en fait, ils sont obligés de se battre. Mathieu a soulevé un super bon point. Ils sont obligés de se battre. Meta est obligé Ouais. de se battre. Zuckerberg, il a dit en interview, on va spend, on va tout spend. Parce que si jamais on ne fait pas de capex, et si jamais l'IA est révolutionnaire, on n'a pas envie d'être derrière. Donc, on va couler si jamais on ne fait pas partie de la bataille. On veut faire partie de la nouvelle génération. Et il y a un exemple qui montre que ils ont raison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Oracle, qui ont loupé le cloud. Ouais. Je ne sais pas si bon, vous êtes assez vieux pour vous en souvenir. Il y a 10 ans, 15 ans, 2011, 2012, il y a des articles de presse de Larry Ellison, PDG de Oracle, qui dit j'y crois pas au cloud. Non, non, ça n'a jamais Mm. marché. Et devine quoi, ça a boomé, tout le monde a adopté le cloud. Et du coup, il n'y a que 3 joueurs dans le cloud. Tu as Microsoft, Amazon, Google. Et Oracle faisait partie de la partie. Ils ont dit non, non, on décide de pas jouer parce qu'on n'y croit pas. Et maintenant, ils ont le seum. Voilà, on peut parler franchement, on peut parler français, alors ils ont le seum. Et c'est pour ça que Oracle est 2 fois plus agressif que tous les autres Mac 7. Ils font beaucoup plus de dettes. Ils mettent tout leur capex. Ouais. Ils ne veulent pas louper le prochain train IA parce qu'ils ont déjà loupé 10 ans de croissance. Donc ils vont prendre tous les risques possibles. Donc si jamais on n'est pas confortable avec Google, alors on sera encore moins confortable avec Oracle, hein. Si jamais vous qui regardez ce podcast, vous n'êtes pas confiant avec Meta ou Google parce qu'ils spendent, ils ont trop de capex, n'allez pas sur Oracle, hein. Parce que vous avez un PDG qui s'appelle le samouraï de la Silicon Valley, Larry Ellison. Voilà, on peut pas être plus agressif que ça. Il approche, je sais pas, les 80 ans et il a faim. C'est un loup affamé. Il va spend. Il s'en fout. Vraiment, c'est niveau ego. C'est le genre de PDG qui est drivé par son ego et le besoin de puissance et un sum de 15 ans. Donc croyez-moi que si vous aimez pas ce qui se passe avec Google, vous allez détester ce qui se passe avec Oracle, hein. Et on le voit déjà, les résultats sont sortis. Ils ont beaucoup plus de dettes que les autres. Ils mettent beaucoup plus de capex que les autres. Ils veulent faire partie. Et c'est ça, c'est un très bon souci à avoir. Moi, tu disais, voilà, toutes les entreprises tech, les hyperscalers, ils doivent financer ce capex pour l'IA, pour faire partie du monde de demain. Si jamais ils n'investissent pas dans le capex et si jamais l'IA est révolutionnaire, bah bravo, t'as loupé ta fenêtre de tir, c'est mort, quoi. Et Zuckerberg ne veut pas être à la ramasse. Il a quoi? Il a 40 ans, Mark Zuckerberg. Il a le temps encore. Il a encore des décennies de boulot devant lui. Il veut pas être à la ramasse. Donc il est prêt à dépenser des centaines de milliards de dollars au cas où. Si jamais ça marche pas et c'est une bulle, ok, le business sera stable. Il y aura Facebook, Instagram, ils ont quand même 3 milliards d'utilisateurs. Mais si jamais ça marche et que vraiment l'IA est révolutionnaire, dans 5 ans, 10 ans, c'est vraiment le futur qui change tout, ils veulent faire partie de la partie. Enfin, ils veulent faire partie de l'écosystème. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est 2 choses différentes. Soit le côté business, donc je comprends, soit le côté investisseur, risque, reward. Est-ce qu'on préfère ça ou est-ce qu'on Mm. préfère acheter une forêt? Et ça dépend des gens, ça. Non, Tout à fait. tout à fait. Mais Ça dépend de ton profil moi, de risque, de ton âge, Ouais. de ton patrimoine, ça dépend de plein de choses. Après, j'ai largement fait de la perf sur des investissements complètement plan-plan comme ça, hein. Mm. J'ai aucun souci de perf et j'ai quand même j'ai quand même eu, j'ai acheté Micron Technologies en 2023, quoi. Et je l'ai Magnifique. gardé. Magnifique. Bah, Donc je me suis, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, Magnifique. Non, parce que je sais Mathieu que fait le parfois, malin comme ça en disant qu'il achète des forêts, mais il a du Micron, il a du ASTS, oui, il moi a j'ai, du Google et il a mis une cartouche sur S&P Global récemment, même s'il dit que c'est de la merde, tu vois. Ah oui, ok. Oui, Ah, mais je pas vois le genre, beaucoup. je vois le genre. Voilà. Non, non, mais tout à fait. C'est pour ça que je dis la grosse différence, c'est que je mets pas beaucoup. Après, j'ai un peu plus de patrimoine, donc mon pas beaucoup est quand même, c'est quand même des sommes sympas pour la plupart des gens, on les mettrait pas. Mais je sais que j'ai pas les cojones. Évidemment que j'aurais aimé avoir mis 200 000 euros sur Micron il y a 3 ans. J'aurais plié le game. Tu vois ce que je veux dire?
mais c'était pas possible. Alors à l'époque, je l'ai vue, elle avait des caractéristiques sympas. Pour moi, on sortait de la cyclicité du cycle mémoire par la constitution d'un oligopole avec SK Hynix et Samsung. Moi, c'était des sujets sur lesquels je m'interrogeais il y a 3 ans et demi, quoi. Et je me disais, j'avais vu ça, j'avais eu l'idée de Monish Pabrai sur le suivi des portefeuilles Super Investors. À l'époque, il avait mis tapis sur Micron. Tu sais que Monish Pabrai est dans cette logique-là de musée très lourd. Et puis j'étais allé me renseigner et effectivement, la thèse était simple. C'est un sujet plan-plan qui a atteint un niveau de progrès technologique qui fait que ça ira pas forcément plus loin. Et puis il y a une oligopole qui va mettre un terme à la guerre des prix et à la fin de la cyclicité. Et ce combiné de ces 3 arguments-là fait que j'ai mis une petite somme sympa. Je veux dire, à la fin, après l'envolée, je suis parti dans du 6 chiffres en plus-value, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais pas pu aller plus loin. Tu vois, sur ces raisonnements basiques boursiers de base qu'on a tous, les marges, l'oligopole, le MOT, est-ce que c'est sympa, est-ce que je comprends? Bah oui, on est tous capables de mettre 100, 1000, 5000, peut-être 10 000 balles. Le vrai test, c'est quelle est l'entreprise où tu es capable d'envoyer 250? C'est ça le vrai test. Parce que sur toutes ces actions où tu mets 100, 1000, 10 000 balles, pourquoi tu ne serais pas capable de mettre 200 000? Qu'est-ce qui fait que dans ta réflexion sur ces boîtes-là, tu te limites à cette espèce de mise acceptable à perdre? Alors qu'il y a énormément, la famille Arnault est indexée à LVMH au-delà du raisonnable. La famille Foreman avec le Jack Daniels, même histoire. La famille Ricard, même histoire. Les Robertet, même histoire. Toutes les familles qui ont vraiment des très gros patrimoines sont dépendantes de boîtes uniques et elles n'ont pas peur que ça soit, entre guillemets, une énorme part de leur patrimoine. Et pour moi, tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. Si un jour tu veux être dans les 5 millions d'euros, tu auras forcément du 3-4 millions d'euros en bourse, que ça soit du SP500 ou que ça soit, je vous le souhaite tous, Google qui fait x1000, et à ce moment-là, Google prendra x1000 dans ton portefeuille, il pèsera 90%. Et à ce moment-là, tu seras concentré, et tu auras 1 million de patrimoine dans une action. On n'y échappera pas, personne n'y échappera. En parlant de Bernard Arnault, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier podcast qu'il a fait sur Legend. Il a fait une interview très, très intéressante qui dure 2 heures, je crois. Et il parlait justement d'investissement en bourse. Et Bernard Arnault, il faut savoir qu'il a acheté Google et il a même acheté du Netflix dans les années 2000. Voilà, ça m'a fait... Ah oui, j'ai pas suivi. C'est là. Ouais, mais est-ce qu'il a fait très tapis? intéressant le podcast. Est-ce qu'il a fait tapis? Non, Bernard bien Doss. sûr que non. Sa plus grosse position à 95%, c'est LVMH, bien sûr. On a des plans sur Ah, la tu vois, succession, moi. d'ailleurs. Il y a eu des updates sur la succession de la famille Arnault, ou bien les actionnaires se rattachent au mollet de notre cher Bernard Arnault comme ils peuvent. Ils ont annoncé quelqu'un ou toujours pas, non? Non, toujours pas. Mais d'ailleurs, dans le podcast, c'est marrant parce que le gars de Legend, je sais plus comment il s'appelle, il lui posait la question qui prendra la relève. Et il disait Trop dur. bon, j'ai encore le temps, je suis encore jeune, et on verra quoi. Il a pas donné de réponse. Ça fait des années qu'il veut prendre sa retraite, mais je crois que personne n'a les épaules. C'est horrible comme situation. J'aimerais pas être Bernard Arnault. C'est clair. C'est horrible. Tout ce qu'il a construit pendant toute sa vie, il le sait très bien. Tous les actionnaires le savent. Il envoie des messages en disant reste, parce que personne n'a les épaules. Reste. Et du coup, soit on profite de sa retraite et de ses petits-enfants, soit on se tue à la tâche. Et il est condamné à travailler comme un bourrin. C'est vraiment une mauvaise situation. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Non, mais tu vois, sur cette remarque, on en revient à peut-être une partie qu'on coupera au montage quand ma qualité était pourrie, qui est sur la fragilité et le niveau de miracle que requiert une entreprise pour continuer à exister. Parce que si tu veux, quand tu prends Bernard Arnault, qui est aussi déterminant, la question s'était posée pour Steve Jobs à la tête d'Apple. La question se pose en ce moment pour Buffett. Et puis la question du dirigeant charismatique remplacé par un autre se pose systématiquement. Mais derrière ça, tu as la question de
à quel point le business dépend d'une forme de miracle. À savoir, et je suis désolé, mais à un moment donné, si tu as besoin que le monde produise des ingénieurs ultra intelligents, des machines de gravure lithographique complètement délirants qui vont au micro-nanomètre atomique de gravure, tout ça requérant des centrales nucléaires fonctionnelles pour alimenter en énergie stable, et tu as tout un écosystème, une espèce de méga machine ultra complexe, ultra affinée, ultra perfectionnée. Mais à un moment donné, il faut énormément de talent pour que tout ça, ça tienne. Tu vois ce que je veux dire? Il faut énormément de talent. Et t'annonces la Corée qui va perdre 80% de sa population dans les 25 ans qui viennent. Mais comment il fait le monde pour tourner sans les Coréens? Le sacrifice que ce pays-là a fait en termes d'investissement de sa population dans l'intelligence, dans les études, pour faire des méga ingénieurs, à la sortie, ils font pas de gosses tellement c'est une vie ultra prenante pour eux. Pour moi, il y a une fragilité qui est énorme à ce niveau-là, qui va au-delà du remplacement de Bernard Arnault, mais c'est le sujet du sacrifice et du niveau de talent que requiert le business pour tourner, quoi. Et je suis désolé, mais quand tu as une plantation de tabac et que tu mets ça dans une machine et que tu fabriques des cigarettes Marlboro, et que les gens, quand ils achètent un paquet de Marlboro, le stock est chez eux, ils n'ont même plus besoin d'aller au tabac, ils ont le paquet chez eux, ils passent devant, ils prennent une cigarette, ça pèse 3 grammes, il y a 80% de marge dans le paquet, il n'y a aucune technologie, il n'y a aucun challenge, il y a d'énormes problèmes éthiques, d'énormes problèmes de santé, mais maintenant ils passent au tabac où tu fumes plus. Ces produits-là se retrouvent en prison, ils se retrouvent dans tous les pays, dans tous les endroits reculés, t'as des clopes et du coca. Tu vas en Afrique pour distribuer du coca, t'as des mecs avec des chariotes, avec des charrettes, avec des roues en bois, ils t'amènent le coca et les cigarettes dans absolument tous les villages reculés d'Afrique à 4 heures de marche. Là, il n'y a aucun miracle, quoi. Tu peux faire fonctionner ça avec zéro technologie, zéro talent, zéro prix, zéro, quoi. Ça tient, tu vois. C'est une espèce de... C'est beaucoup moins fragile que la virtuosité de tout ce qu'on voit en ce moment, qui pour moi a un niveau de fragilité complètement délirant. Après, une fragilité, ça ne veut pas dire que ça finit par casser. Ça veut juste dire que quand il y a des chocs, c'est là que ça craque en premier, quoi. C'est là où je suis bullish, c'est quand il n'y a pas de problème. Les forêts, le bois, les clopes, l'alcool, le coca. Ouais. Voilà. Non, ça fait sens, c'est cohérent. C'est cohérent. Ouais. Et du coup, Christophe, tu nous as parlé un petit peu de software, parce que tu as dit que tu avais trimé donc, tes positions semi-conducteurs et Google pour réallouer dans les softwares qui étaient effectivement très décotés dernièrement. Est-ce que tu peux nous partager quelques noms Name drop. Alors, je crois qu'on a la même thèse, hein. Si jamais tu as investi du Intuit parce que tu t'es fait tabasser, j'ai la même thèse. En gros, tous les softwares sont tombés parce que l'IA avance trop vite, parce que Anthropic est complètement hallucinant. Et en février, ils ont sorti leur méga modèle où on peut créer en software, ce qui est vrai, hein, je l'ai déjà essayé. Et Cloud Cowork, Anthropic, c'est quand voilà. Cloud Cowork est sorti que tout s'est pété la gueule. Voilà, donc il y a des équivalents pour toutes les entreprises de data, toutes les entreprises de données, mais en fait c'est sourcé par FactSet. En gros, c'est un micmac monstrueux. L'IA avance beaucoup plus vite que les gens pensaient. Et apparemment, tout est disruptable. Tout ce qui touche de près ou de loin à automatisation, logiciel, peut se faire disrupter. Voilà. Euh, Tu veux des noms? Alors, j'ai acheté Adobe, j'ai Ok. acheté FICO, Fair Isaac, D'accord. qui sont mes deux paris software, mes deux paris logiciels. Les deux sont en baisse énorme et je les ai achetés quand ils étaient en baisse énorme. Et je suis très confiant pour le futur. De FICO, beaucoup plus que pour Adobe. Pour Adobe, c'est un cas très bizarre où le PDG se barre, le directeur financier se barre. Pas bon signe. Franchement, c'est pas bon signe. Non. Mais en même temps, le business ne semble pas être mort et il y a un moat qui est plutôt euh, avancé parce que c'est un système de langage. Voilà, moi j'aime bien le moat en système de langage. Par exemple, S&P Global, langage. Moody's, langage. Tout le monde connaît les agences de notation
Et en février, bon, on parlait de S&P Global. S&P Global est tombé énormément en février. Moody's est tombé énormément en février. MSCI est tombé énormément en février. Il y a eu le SaaSpocalypse monstrueux parce que Anthropic a sorti des nouveaux modèles liés à la data, données financières. Mais c'est pas vraiment automatisable, une agence de notation Moody's. Je veux dire, les gens payent Moody's parce qu'ils ont le trust. Ils croient. Ils disent, bon, ben, la plupart du temps, ce duopole a fait des bonnes choses. Genre, on peut croire un tampon Moody's. À part 2008, je le vois venir le commentaire. À part 2008, je veux dire, ça va, ils étaient plutôt réglo. Et ça, on peut pas être remplacé par une IA qui hallucine. Tu vas quoi, être noté par Anthropic? Ils ont des scandales de cybersécurité toutes les semaines. Tu veux être noté par ChatGPT? Bon courage. Il y a eu vraiment des failles énormes. Bon, ça va être pour un nouveau podcast, mais c'est très intéressant. Donc non, tant qu'il y a des taux d'hallucination qui sont élevés, non, ils veulent un tampon, quoi. Ils veulent une certification. Et j'aime bien ce mode-là de certification. Pour Adobe, il y a un système de langage avec un fichier spécial qui est une certification. Pour FICO, Ferisac, ils ont une partie software et ils ont une partie score. La partie score est attaquée. C'est un langage qui a été utilisé pendant près de 50 ans. Donc j'aime ce genre de langage. Ce qui fait que je n'irai pas dans Intuit. Je ne comprends pas assez le mode, le business. Ce qu'ils ont fait avec leurs acquisitions, je ne comprends pas si c'est un langage ou pas, donc si je ne sais pas, j'y vais pas. Pareil pour les ServiceNow, ServiceNow est un bon business, rétention énorme, PDG charismatique, pareil, mais je ne suis pas assez malin pour comprendre ce qui se passe. Pareil pour Atlassian, super PDG, super réaccélération, le report était vraiment très très bien, mais je ne suis pas assez à l'aise pour comprendre. Pour FICO, pour Adobe, ça devrait aller. Peut-être que j'aurai raison, peut-être que j'aurai tort, peut-être que ce sera des hétéros. Tu peux revenir sur ton concept de langage là, ça m'intéresse parce que pour le coup, tu essayes d'identifier un truc pérenne de long terme, comme j'aime bien le repérer. Et explique-moi ce concept, c'est la première fois que je l'entends prononcer sous ce nom-là. Ok. Est-ce que vous savez comment les agences de crédit fonctionnent avec les scores FICO aux US? À peu près, de oui. loin. Après, en France, on n'a pas ce système-là. Oui, en gros, le score FICO, il sert non seulement à celui qui veut choper le crédit, mais il sert d'autant plus à la banque qui veut ensuite le titriser et le revendre à Fannie Mae, Freddie Mac pour que ça passe ensuite sur les marchés, quoi. Exact, c'est exactement ça. Donc, quand tu vas acheter une maison, on te demande ton score FICO. Si tu as un score pourri, tu auras un taux pourri. Si tu as un score excellent, ça veut dire que tu as une très bonne situation, tu auras un taux qui est beaucoup plus acceptable. Les banques vont tout autoriser le crédit. Donc, il y a un système de langage qui a été utilisé pendant des décennies et des décennies. C'est un seul score en tous les US, c'est le score FICO. Il y a eu quelques concurrents par-ci par-là, ils ont tous foiré, ou quasiment tous foiré. Part de marché de 98%, tout le monde utilise FICO. Et ensuite, les banques qui ont ce FICO, ils modélisent, avec leur énorme Excel, modélisent leur score de risque par crédit pour packager tout, comme dans le film The Big Short, packager des milliers de crédits hypothécaires et tout. C'est leur méga Excel, leurs méga modèles sont basés sur un langage, c'est FICO. Tous les autres ont foiré. Donc, les particuliers comme nous, on connaît le score FICO. Si on est américain, on utilise que FICO. Les banques utilisent que FICO. Dans les modèles de crédit, de complexité, de modèles de titrisation, que FICO. C'est un modèle de langage. Donc, bon courage au nouveau score qui sort. Et là, il y a un nouveau score qui est sorti, c'est un score qui s'appelle le Vantage Score, qui est là depuis 2006 par les crédits de bureau. Et ils ont officiellement eu l'accord pour être disponibles dans les titrisations, les scores. Les gens peuvent utiliser Vantage Score maintenant. Et l'action FICO est en baisse énorme parce que voilà, on n'est plus un monopole, on est un duopole. Est-ce que ça craint pas? Est-ce qu'on va perdre des parts de marché, etc. Et moi, je suis de l'avis ça va être extrêmement dur de changer un modèle de langage parce qu'il y a une inertie et tous ces gens dans le système bancaire sont averses au risque et ça va être hyper difficile de changer tout ton modèle Excel de risque depuis les 50 dernières années en un an. Alors, il y aura peut-être une modification, mais l'action, elle s'est faite à moins 60%. Genre, l'action s'est fait tabasser, il y a un pessimisme énorme, on partait de très très haut. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, quand tu regardes la courbe de FICO, quand tu regardes son price to free cash flow par exemple, l'action s'est pas fait tant tabasser que ça, parce qu'en fait, elle a juste retrouvé ses niveaux de valorisation normaux d'avant sa hausse fulgurante de 2021-2022. Exactement. Et tous les analystes sur Wall Street ont baissé leur price target. Tu vas sur Twitter,
Le sentiment, il est horrible. Il y a du pessimisme énorme parce que voilà, maintenant il y a un duopole. En 2024, l'action elle a pic en quoi? En novembre 2024 à 2200, un truc comme ça. À Ouais, il était l'époque, à pers- 96 de price to free cash flow, je crois, au plus haut. c'était fou, hein. Un pays de 100, c'était fou. Qui achetait à ce moment-là? Qui bon. Il y avait des gens qui achetaient à ce moment-là, c'est complètement délirant. L'action était en hausse permanente, sentiment très bullish, très haussier, c'est la meilleure action du monde. Il y avait des podcasts à l'époque qui ont été créés en disant c'est le meilleur business model ever, monstrueux. T'attends 2 ans et apparemment c'est le pire business model. Le management était greedy, cupide, ils ont augmenté leur prix. C'est un monopole dégueulasse. Voilà, encore une fois, on revenait sur le sentiment qui change comme une pendule en 1 an pour SML et pour Google. Voilà, ça a pris 2 ans pour Fico. Donc voilà, là, il y a des craintes d'un duopole. Et moi, j'achète, j'ai pas acheté à 2200, mais évidemment, j'ai acheté 1300, 1200, 1100, 1000. Donc on est des prix actuels. Là, l'action, aujourd'hui, elle se trade à 1050. Et je veux continuer d'acheter parce que je pense qu'il y a une inertie énorme d'un modèle de langage. Et peut-être qu'il y aura un duopole dans le futur. Je dis peut-être parce que c'est pas sûr, hein. Et quelle sera la part de marché s'il y a un duopole? Ça va pas être 50-50, hein. Ça va être quoi? 80-20? 70-30? Personne ne sait. Mais je pense que ça va prendre des années et des années et des années. Et pour aller plus loin dans le sens de la pérennité, les données FICO de leur modèle datent de décennies. Je veux dire, les gens modélisent leur crédit avec FICO depuis des décennies. Et il y a plusieurs styles de FICO. FICO 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est le 10T. Et là, ce podcast devient très complexe. Comparé au Vantage Score, en gros, on peut modéliser beaucoup plus de choses. 12 ans de background avec FICO contre seulement 2 ans de background contre Vantage Score. Donc si on est un professionnel, on veut modéliser un méga Excel pour titriser des risques. Soit on a le choix entre un modèle avec 2 ans d'historique, soit 12 ans. Donc 2 ans, ça ne couvre pas le cycle de taux d'intérêt de 2020 où il y avait 0% d'intérêt. Ensuite 2022, taux d'intérêt à 5%. Voilà, on gratte un peu la surface. Contrairement à 12 ans d'historique où on peut vraiment modéliser les différents risques avec les différents taux de crédit, taux d'intérêt, qui a fait faillite, qui n'a pas fait faillite, etc. Quel type de client c'est le meilleur, à comment on va le pricer. Donc, pour l'instant, le modèle de Vantage Score, il vient de sortir. Et, on ne sait pas, c'est un gros point d'interrogation, on ne sait pas la part de marché, on ne sait pas le pricing, etc. Dans le futur, dans 10 ans, il n'y aura pas 2 ans d'historique, il y aura 12 ans d'historique, il y en aura plus. Donc on pourra vraiment comparer. Tout à fait. Mais pour l'instant, la comparaison, elle est Et lunaire. puis ça vaut rien. Alors, C'est-à-dire que ce petit 50 balles de score FICO, au regard des enjeux d'un crédit immobilier de plusieurs centaines de milliers de dollars, tout le monde s'en fout, quoi. Les 50 balles, tu les payes, hein. Oui et non. Alors, je vais te dire, moi, ce qui m'a posé, parce que c'est une action que je suis depuis longtemps, tu vois. Je l'avais analysée il y a, je crois, 2 ans, quand elle était trop chère. J'avais dit c'était trop cher, c'était n'importe quoi. Là, je l'avais réanalysée il y a 6 mois, quand elle était autour des 1400, 1500 dollars, je crois. Et en fait, moi, ce qui me fait peur avec FICO, c'est même pas tant la concurrence du Vantage Score, parce que ça, je trouve que la peur est probablement exagérée là-dessus. C'est l'aspect, la majorité de la croissance des dernières années vient du pricing power. C'est-à-dire que FICO, en croissance organique, ils sont absolument nuls. Toute leur croissance, elle vient de l'augmentation des prix, et ils ont augmenté les prix comme des gros porcs sur les 10 dernières années. Alors, ça témoigne d'un pricing power énorme, ça c'est sûr. Et oui, comme dit Mathieu, le prix d'un score FICO par rapport au prix d'un crédit immobilier, il est dérisoire. Et très souvent, et c'est le même principe chez S&P Global et chez Moody's, tu as plus d'intérêt à payer des fees élevés chez un S&P Global ou un Moody's parce que tu vas les retrouver dans ton taux d'intérêt plus bas sur ton crédit. C'est un peu le même principe pour FICO. Mais tu as un côté chez FICO qui, moi, me fait très peur, c'est la concentration du risque aux États-Unis, où tu as un climat politique qui devient de plus en plus tendu, avec une classe moyenne qui a plus aucun pouvoir d'achat, un marché immobilier qui est extrêmement tendu avec plus personne qui arrive à emprunter, et tu peux très bien demain te retrouver avec un, je sais plus comment il s'appelle, le maire de New York, là, le communiste. Mamdani. Voilà.
un tournant démocrate bis qui du jour au lendemain te dit bah voilà, FICO par exemple, c'est des méchants capitalistes monopolistiques qui ont profité pendant 10 ans de leur monopole pour augmenter les prix et pour tuer le consommateur américain. C'est à cause d'eux que vous n'arrivez plus à emprunter. Donc maintenant, FICO, le prix il est plafonné. T'as plus le droit d'augmenter tes prix ou alors de X% par an et en fait t'as plus de croissance. T'as plus de croissance et du coup si t'as plus de croissance, ça fait que les 25 de price to free cash flow actuels, ils les valent pas. Ça vaut peut-être 10. Et moi c'est ça qui fait que je peux pas rentrer sur FICO aujourd'hui. Tu vois. Alors après, est-ce que c'est justifié ou pas justifié, je sais pas. C'est une bonne crainte. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec le sénateur Josh Hawley, qui a Ouais. lancé une investigation en disant bon, quelqu'un veut réguler FICO là, ils augmentent leur prix comme des dingues là, quelqu'un Voilà. veut regarder Mais bon, il n'y a rien qui c'est- s'est lancé. c'est trop évident comme monopole et trop agressif comme augmentation des prix sur les 10 prochaines années pour que personne se penche sur le sujet dans les 10 ans qui viennent. Quoi. Enfin, Ils ont déjà fait une enquête en 2020, ça a duré 9 mois et ça a résulté en rien. Zéro amende, hmm. zéro rien. Et ils ont commencé à augmenter leur prix en 2017. Donc vous avez 2017, 2018, 2019, 2020, 4 ans d'augmentation de prix, 9 mois d'enquête et à la fin, rien. Hmm. Et du coup, ils ont continué d'augmenter leur prix. Donc Faut oui, compter c'est les une prix. incertitude, mais c'est pas leur premier combat, quoi. Ouais. Et ouais, on peut aller vraiment en détail pour comparer le prix du score FICO versus le taux d'intérêt total. Hmm. En gros, combien ça coûte par rapport à combien tu gagnes si tu utilises FICO au lieu d'un modèle annexe. Ouais. Il y a le pricing grid n'est pas sorti encore. Apparemment, il sortira cet été. Mais bon, ça fait des mois qu'on attend déjà. Euh, pour comparer le taux d'intérêt final que tu payes, c'est son titre, si tu utilises le score FICO au Vantage Score. Et il y a un delta, je sais pas moi, si tu payes 4% ou 4,1%, ça fait combien en milliers de dollars? Ouais. Et la comparaison se chiffre à 2000 dollars minimum. Alors qu'un score FICO, c'est quelques dollars. Donc pour Ouais, je l'instant, crois il y que a un c'est delta 50 énorme. dollars dans cet ordre de grandeur-là, il me semble. Il y a plusieurs modèles, score FICO. Le modèle qui est officiel et qui est couramment utilisé, là, il est à 10 dollars par score. Voilà, ils sont passés de 5 à 10. C'est pour ça que le FICO a une croissance démentielle cette année. Parce qu'ils ont doublé leur prix dans la partie mortgage qui représente 40% de leur business. Un truc comme ça. Ou peut-être un peu plus. Bref. Et sauf que pour avoir un crédit, il y a le score pool. Alors là, bon courage aux auditeurs qui connaissent pas FICO parce que là, ça va aller un peu plus en détail. Hein. Score pool. Donc en gros, tu vas acheter une maison, on te demande, OK, c'est quoi ton score FICO? On va voir l'info. Ils vont faire un tri-merge, donc 3 data avec les 3 crédits bureaux. Donc en fait, les 10 dollars, on le fait 3 fois déjà. 3, 3, 3. Ensuite, quand tu demandes un crédit à une banque, ça prend pas une semaine. Ça prend peut-être quelques mois. Du coup, tu as le N0 où on demande tri-merge. Et ensuite, 3 mois après, 6 mois après, la banque, elle redemande un score pool après pour demander que ta data est bien updatée, c'est bien en forme. Donc en fait, pour qu'un closing se fasse, pour qu'il y ait un crédit, il y a 9 score pool, entre 8 et 9, on va dire. Donc c'est 10 dollars fois 8 fois 9. Donc c'est 80 dollars. Et ça, avant, au lieu de valoir 10 dollars, ça valait 60 centimes. Donc oui, c'est complètement aberrant comme pricing power. Ce qu'ils disent pas, c'est que les prix étaient lock pendant 20 ans. C'était 60 centimes, ou même moins, pendant 20 ans. Donc en fait, si on... Bien sûr, ils ont libéré le pricing, ils sont allés de 1 dollar à 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Maintenant, ils ont fait une interview récemment avec le PDG de FICO en disant, vous pensez que c'est cher 10 dollars? Ok. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait titrisation times approval, tu vois. Si on compare aux entreprises similaires qui font pareil, la titrisation, il y a quoi? Il y a Moody's et S&P Global. C'est trop bien, on a parlé de ça il y a une demi-heure. Donc, c'est quoi le prix de Moody's? Parce que c'est 10 dollars aussi. Et la comparaison, c'est Moody's prend 0,08% du taux total. S&P pareil, 8 basis points, donc 0,08%. Ok, ben, ils réfléchissent pas en dollars absolus, 5 dollars, 10 dollars, mais ils réfléchissent en pourcentage du deal closé, de la dette closée. Donc, nous, si on réfléchissait avec le même pourcentage, 0,08, ça serait quoi notre prix? Est-ce que ça serait 5 dollars, 10 dollars?
Donc le PDG a dit, ok, ben, notre panier moyen de crédit, c'est 400 000 dollars. Tu veux un appartement, tu prends 400 000 dollars. L'équivalent avec 0,08, ça fait des centaines de dollars. Donc on peut aller plus haut et nous allons aller plus haut. Fin de la citation du PDG. La majorité Eh oui. du temps, ils ont augmenté leur prix fin Q4 de l'année. Et ils ont un exercice fiscal différé. Donc ça sera quoi en novembre? Novembre 2026, dans 3 mois, on saura s'ils augmentent leur prix de 10 dollars à 15, de 10 dollars à 20 dollars, ou bien ils ont peur et ils restent à 10 dollars. Mais le PDG a fait une interview récemment en disant, bah, si on nous compare à des équivalents, Moody's, genre les modèles de langage avec un moat énorme sur la sécurité, sur les modèles de data de 50 dernières années, on peut aller à des centaines de dollars. Il a cité 600 dollars, mais il a pris la somme et Moody's et S&P Global. Donc en fait, il faut la couper en deux et du coup, ça veut dire qu'ils peuvent aller jusqu'à 300 dollars. Et là, si on prend un score pool, ça fait 10 dollars. Si on fait x8, ça fait 80. En gros, même si on est conservateur, ça veut dire qu'ils peuvent aller de 80 dollars à 300 dollars. Donc ça fait un x3 minimum. Donc, même si on est conservateur, ma thèse, c'est qu'ils peuvent tripler leur prix et être quand même safe. Et après, il y aura des problèmes plus tard. Mais pour l'instant, c'est ça. Peut-être que j'ai tort, mais voilà mes calculs. Ils peuvent faire x3 leur prix minimum en étant conservateur. On va voir. On va voir dans les 5 prochaines années. On va voir. Très intéressant comme thèse. Excellente thèse. Très intéressant. Écoute, on est quasiment à 2 heures de podcast, donc on va pas te retenir plus longtemps, Christophe, parce que je pense que tu commences à avoir faim. Pour terminer, tiens, toi qui as lu beaucoup de livres de bourse, si tu nous devais faire là, ton top 3 des meilleurs livres de stock picking que tu as lu, ça serait lesquels? Oh, Good Stocks Cheap. Personne n'en parle. Il est exceptionnel. Ok, je connais pas du tout. Good Stocks Cheap. C'est un livre pour les plutôt débutants / intermédiaires. Il y a des définitions de tous les termes. C'est très très bien. Good Stocks Cheap, Value Investing with Confidence. C'est de Kenneth Jeffrey Marshall. C'est un livre blanc et rouge. Stock cheap. Voilà. Cheap Deuxième. comme pas cher. Ouais, voilà. Bonnes actions pas chères. C'est du common sense, c'est du bon sens paysan. J'adore ça. C'est pas de théorie, c'est que de la pratique. J'aime pas les exemples par théorie. Je favorise la pratique, les exemples de la vraie vie. Et c'est vraiment terre à terre avec un langage simple et ça marche. Malheureusement, mes 3 recommandations seront en anglais pour l'audience. Ça le fera un exercice de bilingue. Deuxième recommandation, Quality Investing. Owning the best companies for the long term. Donc, Quality Investing et l'auteur Lawrence Cunningham. Ouais, C'est je un connais livre celui-là, j'en ai entendu parler. noir et bleu, noir-gris, comment je pourrais nommer cette couleur. Pareil, et il est très très bien. Quality Investing, c'est pareil, c'est pas de la théorie, c'est essentiellement de la pratique. Et bien évidemment, je recommanderais le seul et l'unique pour Charlie's Almanac, le GOAT des livres, qui est une compilation de tout ce qu'a dit Charlie Munger et des compilations de ses speeches et ses concepts. C'est un livre très avancé, donc c'est un livre qu'on sirote, qu'on savoure avec le temps, et les concepts rentreront dans notre tête après avoir lu le bouquin. Il faut le lire plusieurs fois, tellement il est compliqué et avancé. Mais c'est une recommandation. Donc 2 livres très simples, pratiques, du bon sens, qui va apporter beaucoup de valeur sur le coup. Le 3e livre pour Charlie's Almanac. Gros bouquin, plus cher, plus avancé, plus développé. 77 € sur Amazon, il est pas. Voilà, et ça les vaut, vraiment ça vaut beaucoup plus. Les concepts sont hallucinants de vérité. Donc très 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 bon livre. Bon, il y a des e-books gratuits. Hein. La première fois que je l'ai lu, c'était sur un iPad, complètement gratuit. On est à l'âge d'Internet et de l'IA, et vous trouverez tous les livres gratuitement si vous voulez. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Donc voilà 3 recommandations. Ben, merci beaucoup. Écoute, les 3 sont dans mon panier Amazon. Grand merci, Christophe. Merci pour beaucoup, l'invitation. Christophe. Très intéressant comme discussion. On en refera peut-être un à l'occasion si t'es partant. Où Avec est-ce que plaisir. nos auditeurs peuvent te retrouver? Sur ma chaîne YouTube, c'est mon nom, Christophe Nour. Il y a même marqué The French Investor. Parce que je recevais beaucoup de commentaires. Bah alors, t'as un accent français, tu viens d'où? T'es français? T'es français? Bah, à la fin, j'ai rajouté la phrase French Investor sur YouTube.
Et je publie de plus en plus sur Twitter, mais je suis pas très actif. Je suis pas sur Instagram, pas sur TikTok, pas sur LinkedIn, majoritairement sur YouTube. Et j'ai un profil public avec un portefeuille public, performance publique sur eToro. Si jamais les gens veulent faire du copy trading, c'est gratuit. Toute ma famille et tous mes amis y sont. Et voilà, je dois avoir 20 000 followers sur eToro. Le profil est public. Voilà. Donc majoritairement YouTube, je publie une vidéo par jour en anglais. Très Voilà. bien. Merci de Bah, l'invitation, écoute, c'était vraiment très cool. Hein. 2 heures, ça Grand passait très merci. vite. Bah, avec Et plaisir. Merci à beaucoup. toi d'être passé. Peut-être à la prochaine. Ciao. Ça marche. Bye bye. Salut tout le monde.